bonjour à tous. En tant que directeur du pôle carrière, donc, je vous accueille ce matin. Vous qui êtes des professionnels de la culture ou qui aspirez à le devenir. Je salue aussi tous ceux qui nous verront ultérieurement sur le podcast, qui sera dans quelques jours sur le site de l'association. Mais je passe tout de suite la parole à Fanny Fournier. Donc Fanny qui est à côté de moi, qui est à la fois la responsable du mécénat d'entreprise de l'AROP. L'AROP, c'est l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. C'est la présidente du groupe culture de notre association. C'est la déléguée Sciences Po pour culture et management. Et nous organisons cette matinale avec culture et management. Et c'est Fanny Fournier et Pierre-Emmanuel Bourgoin qui ont été les chevilles ouvrières de cette manifestation. Je lui cède la parole. Bonjour à tous. Tout d'abord, quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue et pour remercier chaleureusement tous nos invités pour leur présence ce matin. Donc, comme vous le disiez, Didier, on est ravis de vous accueillir pour cette matinale carrière. La première matinale organisée par le pôle carrière de l'Association des Sciences Po sur le thème de la culture. Et vous êtes nombreux présents ce matin. Donc, comme vous le savez peut-être et comme vous l'a dit Didier, cet événement a été co-organisé par le groupe culture de l'Association des Sciences Po et par le club culture et management, donc deux entités que j'ai l'honneur de représenter ce matin. Donc vous connaissez certainement le groupe culture de l'Association des Sciences Po. On a essayé cette année de lui donner un nouvel élan avec un objectif très simple, rassembler tous les anciens Sciences Po qui travaillent dans le secteur de la culture et leur offrir un cadre propice aux échanges et aux rencontres. Depuis une saison maintenant, ce groupe propose la programmation du club culture et management, donc, qui pour sa part réunit les managers de la culture, qui sont donc issus des plus grandes écoles de gestion, Sciences Po Paris bien sûr, mais aussi HEC, l'ESSEC, le SCP, le M Lyon ou encore l'INSEAD. Donc, Culture et Management organise chaque mois des conférences sur le thème du management culturel à la Fondation d'entreprise Ricard. Et nous offrons aussi à nos membres un service emploi en publiant très régulièrement des offres sur notre site internet. Donc, plusieurs membres du bureau de Culture et Management sont en salle aujourd'hui, je les remercie. Et n'hésitez pas à aller les voir à la fin de l'événement. Ils répondront bien sûr à toutes vos questions avec grand plaisir. Moi aussi, je suis à votre disposition pour toute question sur le groupe ou sur le club, mais aussi pour toute proposition ou suggestion d'événements à mettre en place dans le cadre du groupe culture. Voilà, pour conclure, je peux d'ores et déjà vous annoncer l'organisation de la conférence débat de rentrée sur le thème de l'emploi dans la culture toujours, qui aura lieu le mardi 23 septembre à la Fondation Ricard. Donc n'hésitez pas à noter d'ores et déjà cette date dans votre agenda. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent débat et à passer la parole à Pierre-Emmanuel. Pardon, merci beaucoup. Finalement, le taux de remplissage de la salle me laisse penser qu'en effet, la culture attire autant qu'elle interroge. Je crois qu'on attend, ou en tout cas on a eu 180 inscrits pour une contenance totale de 150 personnes, donc on a la chance de faire du surbooking. J'espère qu'on sera à la hauteur de vos attentes et de vos questions, peut-être. Ce que je vous propose, c'est d'aborder ce débat sous 3 thèmes. Le premier, une définition de ce qu'on entend de secteur culturel et de ses enjeux, de ses problématiques actuelles. Je crois qu'il y a beaucoup d'a priori sur le secteur culturel qu'il convient de lever. Dans un deuxième temps, d'aborder peut-être la question plus particulière justement de l'emploi spécifique au secteur culturel. Et puis dans un troisième temps, d'essayer de vous donner des conseils pour ceux qui souhaiteraient intégrer ce secteur, soit à l'issue de vos études, soit dans le cadre d'une reconversion, puisqu'on se rend compte aussi qu'il y a une nouvelle perméabilité des emplois entre les secteurs non culturels et le secteur culturel. On a la chance d'avoir un panel d'intervenants extrêmement riche que je vais vous présenter brièvement et je laisserai la parole après à chacun pour ses interventions respectives. Nous avons donc Noël Delaloge qui est la DRH de la RMN Grand Palais, Claude Lechat, qui est le directeur de l'action culturelle de la ville de Pantin, Émeric Vincent, qui est le directeur du talent et du développement RH de la société Editis, Jean-Michel Aubala, qui est le directeur du pôle conseil de la société Profil Culture, que vous connaissez tous par cœur, Olivier Porchereau, qui est le responsable de la formation continue à l'INA, et enfin Serge Cancel, qui est inspecteur général des affaires culturelles, et à qui je vais laisser immédiatement la parole pour nous dresser un panorama suite à une étude extrêmement riche et dense qu'il a
a mené avec un certain nombre de ses confrères de l'Inspection générale des finances sur le poids du secteur culturel. Qu'est-ce que le secteur culturel? Quels en sont les acteurs et quels en sont les enjeux? Serge, je vous passe la parole. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, il s'agit d'un rapport d'inspection générale qui est paru en décembre dernier, dont peut-être certains d'entre vous ont soit entendu parler ou peut-être même feuilleté quelques-unes des copieuses 350 pages de ce rapport. Mais avec un résumé de 30 pages, je vous rassure, le tout accessible sur le site du ministère de la Culture. Ce qui est très important, oui. Je vais parler plus près et plus fort. Voilà. Donc, ce qui est important de dire en introduction, c'est peut-être trois choses. D'abord, que c'est effectivement un rapport qui a été fait avec l'Inspection générale des finances. Alors, soyons clairs, entre l'Inspection des affaires culturelles et l'Inspection des finances, on a parfois des approches, on va dire, plurielles, hein, des sujets. Et là, on s'est mis vraiment au travail ensemble. Et c'est, je dirais, un des principaux résultats, c'est qu'on est arrivé à, finalement, des données qui sont partagées par ces deux instances ministérielles. Et déjà, en soi, c'est une première grande nouvelle. La deuxième chose, c'est qu'on a choisi une méthodologie extrêmement rustique, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais qui est incontestable par sa rusticité même, qui est qu'on a pris les chiffres, les déclarations de valeur ajoutée de toutes les entreprises culturelles répertoriées comme telles par l'INSEE. Alors vous savez, je ne vais pas vous rappeler ce que c'est que la valeur ajoutée, mais on peut rajouter que néanmoins, la culture est un secteur à haute valeur ajoutée. Finalement, si vous prenez une représentation théâtrale, les consommations intermédiaires sont relativement limitées. En revanche, le temps passé, le talent, l'énergie constituent le cœur même de la valeur ajoutée du spectacle. D'ailleurs, il y a une vieille loi d'économie de la culture que beaucoup connaissent, qu'on appelle la loi de Baumol, qui ne dit pas autre chose. Et puis, troisième préalable, c'est qu'on a été amené à nous interroger sur le périmètre même de ce qu'on entend par culture. Alors c'est très compliqué, entre le périmètre très large de l'UNESCO, le périmètre très restreint de ce qu'on appelle la culture générale des dîners en ville. Entre les deux, on peut placer le curseur à bien des endroits. Et nous, on a donc pris comme définition la culture comme étant tous les modes de représentation d'une société à un moment donné, avec évidemment une composante littéraire et artistique à l'intérieur même de cette représentation. Si on s'en tient à cela, on commence déjà à avoir un périmètre. On a eu quand même des interrogations. Par exemple, fallait-il prendre ou non la publicité? Alors on l'a pris sous l'angle des agences de publicité, puisque pour le commun des mortels, finalement, l'offre de création artistique principale, c'est la publicité qu'on voit en sortant de chez soi. Et puis on a aussi hésité sur les parcs à thème, finalement. On a longuement hésité. Finalement, on ne les a pas pris. C'est peut-être une erreur, mais enfin, c'est vrai qu'après tout, un parc Astérix, c'est aussi des lieux de représentation et des lieux de culture. Et puis certains nous ont aussi reproché de ne pas prendre le tourisme, mais ça, on sait qu'on a bien fait de ne pas le faire, dans la mesure où on s'est bien polarisé sur les biens et les services culturels. Voilà, vous avez un document qui vous a été distribué, une sorte de petit feuillet. On va tout de suite, si vous voulez passer en page 2. Et en faisant la somme des valeurs ajoutées des entreprises culturelles, on a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'on est sûr de ne pas faire double emploi. C'est-à-dire, si un producteur, par exemple, vend un film à un distributeur, si on ne prend que les valeurs ajoutées, on est sûr de ne pas avoir une double comptabilisation. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement sûr, extrêmement pratique. Et le deuxième avantage, c'est que, comme beaucoup de gens le savent, la somme des valeurs ajoutées est une des meilleures définitions qui soit du produit intérieur brut. Ça veut dire qu'en rajoutant la somme des valeurs ajoutées à la fois des entreprises absolument et clairement culturelles, on est parti des travaux européens menés par notre département des études. On a rajouté un certain nombre de secteurs qui nous ont paru également culturels, par exemple le rayon culture, produits culturels des grandes surfaces, ou encore les entreprises du bâtiment travaux publics qui interviennent dans le domaine du patrimoine. En rajoutant tout cela, on arrive à un total que vous avez dans la première colonne jaune, c'est-à-dire un total de 57,8 milliards d'euros. 57,8 milliards d'euros, c'est en fait 3,2% de la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire avec quelques petites facilités conceptuelles près, c'est à peu près 3,2% du produit intérieur brut, c'est 3,2% de l'apport en richesse nationale. Alors ce chiffre, évidemment, il a beaucoup frappé, c'est un des points qui a le plus été repris dans la presse, parce que précisément, c'est par exemple cette fois l'industrie automobile, beaucoup plus que l'industrie chimique, et ça a beaucoup frappé les imaginations, parce que tout simplement, je le répète, en matière de valeur ajoutée, la culture est un secteur qui est très fortement porteur de valeur ajoutée. Alors on a fait quelque chose qui n'est pas
pas tout à fait avec la même rigueur. On a rajouté aussi les consommations intermédiaires de ces entreprises culturelles auprès d'entreprises qui ne sont pas culturelles. Bon, de façon à avoir un peu le poids, l'impact de ce qu'est la culture dans l'économie. Et là, on arrive à quelque chose comme une grosse centaine de milliards d'euros. Le tableau suivant nous indique se situent ces milliards de valeur ajoutée. Et alors, ça n'a pas été une surprise. Hein. On voit bien qu'il y a deux secteurs qui sont particulièrement importants en termes de valeur ajoutée. C'est le spectacle vivant au sens large, et le patrimoine. Et dans le patrimoine, nous mettons le patrimoine bâti à travers sa restauration, sa réhabilitation, les musées et les expositions. Et puis, vous voyez, je ne vais pas développer l'ensemble de ce tableau, surtout que j'ai peu de temps. Vous voyez qu'après, on retrouve l'ensemble des secteurs. Hein. Nous avons déterminé une petite douzaine de secteurs sur lesquels nous avons fait ce travail statistique. Je passe au tableau suivant, au graphe suivant. Alors là, c'est le graphe de la mauvaise surprise. C'est-à-dire que nous avons comparé la valeur ajoutée culturelle, donc à l'ensemble de la valeur ajoutée, à la somme des valeurs ajoutées, et nous l'avons fait également en remontant dans le temps. Et nous nous sommes aperçus que depuis maintenant quelque chose comme 2004-2005, la croissance de la valeur ajoutée des entreprises culturelles, qui est réelle, est moins forte que la croissance de l'ensemble de la valeur ajoutée en France. Autrement dit, le secteur culturel est tout doucement en train de perdre du terrain par rapport au reste de l'économie. Vous voyez, c'est le fond grisé et qui se décline après secteur par secteur. Alors c'est une mauvaise surprise, non seulement parce que ça n'avait jamais été vraiment montré en des termes aussi clairs, deuxièmement parce que la pente entre 2005 et 2011 que vous avez là est une pente qui est ferme, qui est rude. Et donc, par conséquent, il va falloir surveiller cette courbe comme le lait sur le feu dans les années qui viennent. Ça va être une des responsabilités du ministère de la Culture, mais aussi du ministère de l'Économie et des Finances, que de voir s'il n'y a pas comme ça une certaine érosion du secteur culturel. Alors, il y a toutes sortes d'explications. Une des explications étant aussi parfois une évolution des produits eux-mêmes. Par exemple, il ne faut pas du tout s'étonner de voir que la valeur ajoutée des instruments de lecture, de musique a pu baisser. C'est que le prix de ces instruments a considérablement baissé. Mais on a fait aussi une analyse que je n'aurai pas le temps de développer sur le phénomène bien connu de captation d'une partie de ces valeurs ajoutées par des grands opérateurs, et notamment les grands opérateurs, les pure players, ou pas seulement pure d'ailleurs, les players de l'Internet, que sont des géants comme Google, comme Amazon ou comme Netflix. Le schéma suivant est très, très étroitement dans le sujet du jour, hein, puisqu'il concerne l'emploi dans l'économie de la culture. Alors, nous avons repris une méthodologie bien connue dans notre département des études qui consiste à prendre deux chiffres, et ces chiffres ne s'ajoutent pas. Il y a d'une part les emplois dans les entreprises culturelles, déclaration d'entreprise INSEE. Donc, nous avons pris toutes les entreprises du secteur culturel et nous avons ajouté tous les emplois qui s'y trouvent. Et on arrive à quelque chose comme 670 000 emplois. Et nous avons pris une deuxième approche qui est de demander à toutes les personnes qui ont été recensées, autrement dit, on est parti du dernier recensement de la population et du classement des professions. Et donc, nous avons vu quelles sont les personnes qui exercent des métiers culturels, y compris dans des entreprises non culturelles. Par exemple, il y a des graphistes chez Renault, pour simplifier. Et donc, et là, on a un chiffre plus important de 870 000 emplois. Alors évidemment, les deux chiffres se recoupent. Il y a évidemment beaucoup d'emplois culturels dans les entreprises culturelles. Mais il y a aussi des emplois non culturels dans les entreprises culturelles, par exemple les emplois administratifs, et, je le répète, des emplois culturels et non culturels dans les entreprises culturelles. Voilà, vous m'avez compris. Alors évidemment, si on rajoute les deux, mais il ne faut pas le faire, parce que ce sont deux origines statistiques absolument différentes et même à certains égards incompatibles, mais disons qu'on arriverait probablement à quelque chose comme 1 million, 1,2 million, 1,3 million de personnes dans les entreprises culturelles, en rajoutant les faux frais. C'est un chiffre sur lequel on rejoint une autre étude qui a été menée par Ernst & Young, EY, à peu près au même moment, et qui arrivait à des résultats comparables. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez aussi que le spectacle vivant est un gros secteur pourvoyeur d'emplois, puisqu'on y trouve 148 098 personnes. Je ne garantis pas les 0,98, mais bon, donc à peu près 140 000 personnes
Oui, c'est là encore, c'est la fameuse fatalité qui est aussi la grandeur du spectacle vivant que de surtout représenter des emplois et des personnes. Si je rajoute à cela le secteur de l'audiovisuel qui est un petit peu plus loin, avec 49 000, c'est à l'intérieur de ces 200 000 personnes qu'on trouve les quelques 100 000 intermittents, même si ce chiffre des intermittents est extrêmement difficile à appréhender, puisqu'il est appréhendé année sur année de façon glissante, et alors là, avec des origines de statistiques qui sont encore très très différentes. Donc là encore, il faut se garder de faire trop de rapprochements, mais enfin, on n'est pas complètement en dehors des clous en disant qu'on a à peu près 200 000 personnes dans le secteur du spectacle, que ce soit le spectacle audiovisuel ou le spectacle vivant. Et vous voyez les autres secteurs pourvoyeurs, notamment la publicité, dès lors qu'on avait décidé de prendre les agences de publicité dans le périmètre de la culture, on a eu du coup 100 000 personnes employées qui sont arrivées. Donc le total de tout ceci arrive aux 670 000 en question et non pas aux 870 000. C'est bien les emplois dans les entreprises culturelles. Alors je vous suggère d'aller au tableau suivant, qui est probablement le plus contre-intuitif à regarder, mais qui est peut-être un des plus intéressants, dans la mesure où on a eu une conclusion à laquelle on ne s'attendait pas, qui est extrêmement nette. On a, sur l'insistance de nos amis des finances, on a non seulement parlé du poids de la culture dans l'économie, mais on a aussi parlé du poids de la culture dans le budget de l'État. Et on est arrivé à quelque chose comme 13 milliards, dont à peu près 9 milliards sont impactants directement sur les entreprises culturelles. Donc on a comparé ces 9 milliards, secteur par secteur, aux quelques 50 et quelques milliards de valeur ajoutée, ou les quelques 100 milliards de production au sens plus large. Et on s'est aperçu d'abord qu'il y avait un secteur qui était extrêmement lourd, qui était le secteur de l'audiovisuel, entre la redevance, entre les financements du CNC, entre les aides directes aux entreprises, l'audiovisuel représente à lui tout seul une masse considérable de l'ordre de 5 milliards sur les 9 milliards en question. Donc alors, ça n'avait rien de nouveau, mais disons présenté comme ça a quand même frappé les imaginations. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, et vous le voyez ici, c'est qu'on a pu définir 3 types d'intervention de l'État, de poids de l'intervention de l'État dans l'économie des secteurs. 3 bien marqués et bien différents. Il y a 2 secteurs dans lesquels cette intervention est massive en pourcentage. Ça représente à peu près 35% du chiffre d'affaires complet. Donc c'est très lourd. C'est l'audiovisuel dont je viens de parler, et c'est aussi tout ce que nous avons appelé l'accès au savoir et à la culture. C'est les 2 ronds qui sont à droite en bleu foncé. Accès au savoir et à la culture, c'est-à-dire les bibliothèques, les archives. Il ne faut évidemment pas s'étonner de voir que le poids de la dépense publique est très fort dans ces secteurs. À l'autre extrême, on a des secteurs dans lesquels l'intervention publique est très faible. Elle n'est pas inexistante, mais elle est très faible. Ce sont les petits points bleus très clairs que vous avez en bas à gauche, les arts visuels, le marché de l'art, les industries de l'image et du son, l'architecture, le livre. Tout ça, ce sont des interventions très limitées. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont inexistantes. Je le répète, par exemple, dans le domaine du livre, l'État, on va dire le CNL en l'occurrence, le Centre national du livre, intervient à quelques 20 ou 30 millions d'euros par an. C'est rien par rapport au poids de l'édition, mais c'est beaucoup par le fait que le CNL intervient dans des secteurs qui sont des secteurs très difficiles, de lecture plus exigeante, comme la poésie, comme la sociologie, que sais-je encore. Et puis il y a 1, 2, 3, 4 secteurs qui sont entre les deux. C'est le cœur même de ce qu'on peut appeler une intervention culturelle, pas tout à fait structurant, mais pas négligeable non plus. On est à 7 ou 8% du chiffre d'affaires. C'est vraiment le cœur de la politique culturelle. C'est d'ailleurs le cœur du ministère de la Culture, puisqu'on y trouve le patrimoine, les aides à la presse, le cinéma à travers le CNC et le spectacle vivant, c'est-à-dire grosso modo les principales branches du ministère de la Culture. Enfin, et pour terminer, j'évoquerai le dernier tableau que vous avez là. On a fait un travail sur les répercussions locales de la culture. Alors d'abord, on a fait un travail sur des festivals. Alors les chiffres les plus fantaisistes circulent à propos des festivals, du point de vue des bureaux d'études comme du point de vue des élus. Il n'y a pas de lutte de classe entre eux. On a le même intérêt qui est d'arriver à des chiffres faramineux. Donc j'entends encore régulièrement 25 millions de retombées économiques au Festival d'Avignon, 13 millions à Jazz in Marcia, etc. Des chiffres dont je peux démontrer en quelques minutes qui sont complètement faux, mais qui ont l'énorme avantage d'exister. Par ces chiffres-là aussi qu'on crée une politique culturelle locale.
Et en l'occurrence, donc, on s'est appuyé sur des études beaucoup plus précises qui permettent d'être sûr d'avoir l'impact direct sur l'économie locale d'un festival. Et on arrive à des chiffres qui sont plus modérés, mais qui sont néanmoins très significatifs. Hein, on voit par exemple qu'un festival est capable de créer en retombée nette, c'est-à-dire ce que ça coûte à la collectivité, mais aussi ce que ça lui rapporte, et la différence, quelque chose comme la moitié ou un tiers de son propre budget, ce qui est assez considérable, notamment si c'est rapporté au nombre d'habitants. Et enfin, on a fait une dernière étude, mais qui n'apparaît pas ici, où on a essayé de voir ce qui se passe dans des bassins d'emploi, dans des bassins de ville, des bassins de vie, comme on dit exactement. On a comparé des bassins de vie dans lesquels il y a eu un équipement culturel qui s'est implanté au début des années 2000, qu'on a comparé aux 5 bassins de vie les plus proches du point de vue des critères de l'INSEE, mais qui n'ont pas eu l'implantation d'un équipement culturel. Et le résultat est très significatif. Il est pas très large, mais néanmoins très significatif. Il y a évidemment une corrélation très étroite entre l'équipement, la création, l'implantation d'un équipement ou d'une manifestation culturelle, d'une part, et le développement économique de la commune ou des communes où la chose est implantée. C'est une corrélation, c'est-à-dire ça serait absolument pas juste ni sérieux de parler de lien de cause à effet, mais il y a une corrélation positive qui est très, très apparente, et ça aussi, c'était la première fois que c'était montré d'une manière aussi évidente. Voilà, j'ai sans doute été un peu long, mais... Merci Serge. C'est un exercice peu évident que de vous demander justement de faire ce résumé à la hussarde. Je suggère à Didier d'organiser peut-être une conférence uniquement sur le débriefing de ce rapport qui, comme on le voit, est extrêmement intéressant mais extrêmement dense. Ce que je vous propose, c'est de passer dorénavant la parole à Jean-Michel Obala, qui est donc le directeur du pôle conseil de Profil Culture. Jean-Michel, pouvez-vous nous apporter peut-être un regard plus spécifique sur le marché de l'emploi dans la culture, fonction des données dont vous disposez en tant que première vitrine site emploi sur le marché, avec l'éclairage que vous pourrez nous apporter également. Bien sûr, bonjour à tous. Cet éclairage, il fait force, en fait, en tant que site de recrutement, site d'annonce d'emploi culturel plus précisément, nous sommes effectivement le reflet de la situation économique que vous venez de décrire. L'ensemble des emplois se répartissent proportionnellement de la même manière que vous venez d'écrire avec les différents secteurs d'activité, mais peut-être juste en amont préciser ce que nous sommes justement pour pouvoir donner ce type de statistiques par rapport à notre propre activité. Donc Profil Culture Conseil est un site d'emploi culturel qui existe depuis 10 ans, qui s'est fortement installé dans le secteur culturel, partant justement d'un constat qu'il y avait très peu de diffusion d'annonces culturelles dans le secteur culturel il y a 10 ans. Elles ont été doublées aujourd'hui, 10 ans après, ce qui ne veut pas dire que l'emploi a été multiplié par 2. On y reviendra également sur ce point. Nous intervenons dans l'ensemble des secteurs, l'ensemble des disciplines, je dirais, du secteur d'activité, du secteur culturel, les mêmes disciplines qui ont été repérées dans le cadre de l'étude. Nous intervenons avec des entreprises, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, qu'elles soient associatives, mais également avec les collectivités territoriales pour lesquelles nous sommes susceptibles de recruter des DAC, des directeurs de théâtre public, des directeurs de conservatoire, des professeurs de musique, par exemple. De manière globale, effectivement, nous sommes ce reflet-là. Profil Culture, nous sommes un tout petit peu diversifiés, tenant compte d'un point clair, que j'ai un peu de mal à dire, c'est vrai. Donc le coup, c'est l'objet de mon hésitation. 200 000 visiteurs uniques par mois, globalement, pour 237 postes d'emploi diffusés par mois. Voilà. Ça pose en fait le décor clairement au niveau de l'emploi culturel, qui reste pour autant extrêmement attractif, comme vous pouvez le voir. Ce qui voudrait dire qu'il faut avoir des atouts certains, mais on sera amené à en parler un peu plus tard sur ces atouts certains. Notre plus gros, effectivement, pourvoyeur d'emploi reste le spectacle vivant. Ensuite, assez proche, la proximité entre le spectacle vivant, effectivement, l'accès à la culture. Les postes les plus répandus aujourd'hui sont les postes qui s'articulent autour du web, les community managers, l'utilisation du web, mais également, et ça c'est tout à fait nouveau, globalement, nous le constatons depuis 1 an, 2 ans, des postes de commerciaux. C'est-à-dire qu'on est en train, même dans les entreprises, je dirais, publiques ou parapubliques liées à la culture, tout le système de billetterie, du marketing autour de la billetterie prend un essor important au niveau de l'emploi.
Voilà. Les postes d'une forte technicité, c'est-à-dire les postes financiers d'administrateurs, sont également extrêmement demandés, je dirais. Et pour autant, nous avons très peu de réponses à fournir, compte tenu d'une forte technicité demandée. Et vous aurez compris également que compte tenu de l'attractivité du secteur, 200 000 visiteurs uniques pour 237 postes, les donneurs d'ordre, les structures qui recrutent ne nous laissent aucune marge de manœuvre ou d'initiative de présentation. Donc il n'y a quasiment aucune prise de risque possible au niveau du recrutement et des critères de recrutement. Juste dire également que Profil Culture, c'est donc un cabinet de conseil dans sa globalité depuis 5 ans, un cabinet de conseil dans le secteur du recrutement en particulier, dans le secteur de la gestion des ressources humaines, mais également dans le montage des projets, dans la structuration, réorganisation des structures culturelles. Nous sommes amenés à travailler le cadre du recrutement de manière assez large pour l'ensemble du secteur culturel. Je pense que... Merci Jean-Michel. Alors, avant que vous ne quittiez tous la salle, le fait qu'il y ait 200 000 visiteurs uniques pour 237 offres d'emploi sur le site ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas un marché de l'emploi de la culture. En revanche, et on abordera le thème après, il faut aussi se poser la question de l'accès au marché de la culture par les réseaux, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc ça, on en parlera après, si ça peut vous permettre de rester en place jusqu'à la fin. Merci Jean-Michel pour ces précisions. C'était également important de voir justement quelles sont les nouvelles typologies de postes sur lesquelles vous êtes sollicité. Noël, je vous propose peut-être de vous passer la parole pour avoir un regard un petit peu opérationnel. En tant que DRH de la RMN Grand Palais, je crois que vous avez justement des contraintes de développement, de réorganisation et des contraintes nouvelles qui s'imposent à votre structure. Comment vous les gérez et quelles sont les conséquences pour l'emploi ? C'est vrai, des opportunités. Donc la RMN Grand Palais, c'est le fruit d'une... Non, ça y est, il est branché là, c'est mieux ? Voilà. Donc la RMN Grand Palais, c'est le fruit d'une fusion entre la RMN et le Grand Palais qui est intervenue en 2011. Et la RMN, c'est à peu près 1100 salariés. C'est intéressant parce que beaucoup dans le monde commercial, en effet, puisque la moitié de nos salariés, la moitié des effectifs représentent la moitié du chiffre d'affaires et travaillent dans le commercial, c'est-à-dire dans les espaces commerciaux que vous rencontrez dans les grands musées. Les espaces commerciaux du Louvre, d'Orsay, de Versailles sont gérés par la RMN Grand Palais. Là, nous travaillons sur appel d'offres par des concessions et nous venons par exemple de remporter 2 appels d'offres, l'espace commercial du musée Picasso qui ouvrira à l'automne, mais aussi d'entreprises privées comme la Fondation Louis Vuitton qui va ouvrir aussi à l'automne. Alors, nous avons des concurrents, des grands concurrents, c'est Arteum, c'est aussi le Printemps Design, mais ça peut être Flammarion, ça peut être Actes Sud ou des groupements pour avoir des boutiques librairies. Donc là, c'est 50% de notre chiffre d'affaires, soit environ 60 millions d'euros. Depuis que nous avons le Grand Palais, c'est bien sûr un lieu d'exposition, des grandes expositions que vous connaissez dans les galeries nationales. Et là, nous avons en effet, c'est purement culturel, vraiment tout un département scientifique qui travaille à l'élaboration de ces expositions aux Galeries nationales, mais aussi au Musée du Luxembourg, qui est notre filiale, mais aussi dans les différents SCN et en musées en région. Mais le Grand Palais, c'est aussi un lieu important pour nous. C'est un lieu d'événementiel. Actuellement, il y a la Fashion Week à Paris. Et hier, nous avons accueilli le défilé Chanel et nous accueillons aussi tout ce qui tourne autour des showrooms, par exemple d'Yves Saint-Laurent. Donc c'est une activité un peu différente, qui reste dans le monde de la culture, puisque la mode est dans le monde de la culture. Nous accueillons aussi des événements comme la Biennale des Antiquaires, comme la FIAC, comme Paris Photo. Donc des grands événements, mais aussi des événements plus ludiques comme Cinéma Paradiso il y a 2 ans, ou alors la Grande Patinoire ou la Fête foraine de Campion. Nous avons aussi des événements
événements totalement privés, comme par exemple les 100 ans du barreau de Paris, et d'autres événements comme la privatisation de nos expositions. Donc là aussi, un modèle économique différent de celui de nos boutiques, un modèle économique lié à l'événementiel et des métiers là aussi différents. Le Grand Palais, enfin la RMN Grand Palais, c'est aussi une maison d'édition, les catalogues, c'est la restauration en elle-même du bâtiment, donc c'est du patrimoine aussi, et puis c'est tout ce qui a trait à la diffusion, c'est-à-dire à la promotion de la culture par toutes nos actions vis-à-vis des publics. Donc nous avons une centaine de conférenciers, mais nous avons aussi tout ce travail de marketing qui a été expliqué, ce travail de marketing pour travailler sur les cartes de fidélité, pour mieux cibler les publics. Et puis nous sommes aussi dans le changement via le numérique. Nous avons une agence photographique, puisque là c'est très patrimonial, mais nous avons aussi une volonté de se diversifier et d'aller sur les réseaux sociaux plus à la conquête de nos publics. Donc nous aussi, les community managers, c'est aussi des profils que nous cherchons. Donc vous voyez des métiers extrêmement différents. On a souvent l'habitude de dire qu'on est une petite entreprise, enfin une moyenne entreprise de 1000 personnes, mais avec la complexité d'une grande, avec des modèles économiques qui sont très différents, des modèles très concurrentiels et des modèles plus proches du service public. Nous avons une subvention qui est de l'ordre de 14% et des métiers qui sont extrêmement variés. Merci Noël. Ce qui est intéressant, en tout cas, ce qu'on voulait évoquer justement à travers cette intervention, c'était de rappeler que le secteur culturel, qui était auparavant un secteur qui avait cette peut-être mauvaise réputation d'être fortement subventionné, ou trop fortement subventionné d'ailleurs, on a régulièrement des polémiques sur le sujet, était aujourd'hui dans une dynamique un petit peu différente, avec une adaptation à des secteurs et à un mode de gestion, qui est un mode de gestion de saine gestion, de développement des recettes, justement corrélé à la baisse des subventions qu'on imagine assez aisément. Et ce qui est intéressant, c'est que, y compris les grandes institutions publiques sont confrontées à cette problématique. Aymeric, alors pour le coup, vous êtes dans un contexte totalement différent. Société d'édition, société privée, société commerciale. Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce que vous partagez les problématiques qui ont été évoquées? Dans quelle mesure? Quelles sont sinon les différences par rapport à ce contexte? Alors, deux mots d'abord sur le groupe Editis, pour bien savoir ce qu'il y a derrière ce nom-là. C'est plus d'une quarantaine de maisons d'édition que vous connaissez fortement et fortement. Lonely Planet si vous voyagez, Plomb, Perrin, Robert Laffont pour la littérature, pour l'histoire, Pocket si vous êtes plutôt format poche, Kurokawa si vous êtes plutôt manga, Solar ou First, bref. Tous les secteurs de l'édition, de 7 à 77 ans, pour tous les goûts et pour toutes les couleurs de la variété littéraire. Si on parle auteur, ça va de Marc Lévy à d'autres auteurs à public plus restreint. Par rapport à ce qui s'est dit, c'est vrai que je me sens à la fois complètement dans la culture, évidemment, et un petit peu décalé sur certaines approches. La première chose, commune à chacun, c'est que c'est un univers qui est en pleine évolution. En pleine évolution, liée, on l'évoquait dans l'étude, à l'évolution notamment du lectorat en ce qui nous concerne, et en pleine évolution aux manières de lire. Manière de lire, on pense notamment au support, support numérique. On pense aussi au temps passé à la lecture de livres et pas à la lecture tout court. Et derrière, des conséquences sur les emplois, sur les métiers, sur les qualifications et les profils qu'on peut être amené à rechercher. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler dans l'édition, et tant mieux, c'est un métier de passion, c'est un métier de bonheur. Après, la difficulté qu'on peut avoir, c'est l'adéquation entre cette envie-là et une réalité qui est aujourd'hui une réalité économique. Lorsque vous travaillez pour faire un livre, vous travaillez chez Editis pour faire un livre qui se vend. Autrement dit, le passion littéraire doit être allié à une connaissance commerciale, marketing, numérique, qu'on ne trouve pas toujours dans les profils qu'on peut avoir ici ou là. D'où l'intérêt pour nous d'ouvrir et de chercher des talents ailleurs que les formations traditionnelles. C'est également une guerre des talents qui existe aussi dans l'univers de l'édition et dans l'univers de la culture, d'où la création de ce poste-là dans le groupe Editis que j'occupe aujourd'hui depuis quelques mois, de directeur des talents et du développement RH. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'à la suite de l'analyse qu'on a pu faire, des envies, des besoins, des difficultés de recrutement qu'on a sur l'ensemble de nos métiers, il est apparu nécessaire de fidéliser d'abord les salariés qu'on a dans le groupe et de les faire progresser. J'allais dire de les faire progresser comme dans n'importe quelle autre entreprise, mais ce qui est assez nouveau dans l'univers de la culture. Et c'est également l'analyse de dire que les meilleurs, qui ne sont pas encore chez nous, peuvent venir de plein d'univers. Peuvent venir d'autres univers qui sont autour de la table de la culture, mais peuvent venir aussi de secteurs plus commerciaux. Autrement dit, il faut leur offrir une promesse employeur qui soit une promesse employeur au-delà d'une promesse culturelle. D'où la création de ce poste-là et les enjeux qu'il y a derrière. Merci Aymeric. Donc là, je pense que l'apport complémentaire va être en plus croisé avec les problématiques que peut rencontrer Claude Lechat, donc directeur des actions culturelles de la ville de Pantin, qui a par ailleurs des fonctions d'animation de l'Association nationale des directeurs d'actions culturelles, si je ne me trompe pas, avec un enjeu qui est de replacer les politiques culturelles au centre des politiques économiques et locales de la ville de Pantin, mais je pense que plus généralement, c'est la problématique rencontrée par chacun de vos alter ego. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cet aspect-là et sur la projection justement des politiques culturelles et de l'emploi de fait des politiques culturelles à la lueur des politiques de développement local? En 3 minutes. En 3 minutes. Bonjour. Je suis directeur du développement culturel à Pantin, je précise juste la chose, et administrateur de la Fédération nationale des directeurs, enfin des associations de directeurs d'affaires culturelles de France. Qui est une jeune fédération. La profession de directeur d'affaires culturelles se structure à l'échelle nationale. On l'attendait depuis longtemps, on l'a réussi il y a 2 ans simplement. Et je rentre dans le vif du sujet justement à cet endroit-là, puisqu'on a défini un certain nombre d'enjeux. Et on a surtout travaillé à partir du contexte. Ça a été dit déjà, un contexte en mutation avec un certain nombre de nouveaux paradigmes, le développement durable, le développement personnel et le développement économique. On est dans des logiques institutionnelles qui mutent également, la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation, la conférence territoriale de l'action publique, et évidemment les problématiques de métropolisation. On fait face aussi à une nouvelle sensibilité sociale de la question culturelle. On a une baisse de la légitimité des dépenses culturelles, non pas une baisse légitime des dépenses culturelles, une baisse de la légitimité des dépenses culturelles, une baisse des pouvoirs symboliques de la culture, et puis de nouveaux usages à l'intérieur d'un environnement technique qui, lui, se concrétise par une baisse budgétaire et par l'avènement du numérique. Donc, des choses qui sont contextuelles. Les enjeux pour nous, en termes de fédération, ça recoupe les problématiques qu'on exprime ce matin et ça questionne. Il s'agit pour nous de faire évoluer la réflexion d'une réflexion sur les outils de politique sectorielle, d'équipement ou de label, à une réflexion sur les attendus d'une politique de développement culturel qui répondent à des enjeux de société. Donc on est sur des logiques de politique publique, bien évidemment. Et puis surtout, alors ça vient contre ce que M. Ancel a présenté. Il s'agit pour nous ou en tout cas ça anime dans ce sens-là les choses. Il s'agit pour nous de passer des politiques artistiques à des politiques de développement de la dimension culturelle des territoires. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Une politique culturelle, ce n'est pas une politique artistique. La politique artistique est contenue dans la politique culturelle. Donc ça fait déjà débat avec un certain nombre d'organisations du spectacle vivant, le Syndéal pour ne pas le citer. On travaille aujourd'hui, on travaille sur les dossiers suivants. Définir la place de la culture dans les nouveaux paradigmes qu'on a envisagés tout à l'heure, définir la fonction de la culture dans les 5 enjeux, dans ce qu'on a déterminé comme 5 enjeux de sociétal, la société de la connaissance, la société du temps libre, la société participative, la société numérique, et puis la société des habitants dont on ne se préoccupe pas ou plus. C'est-à-dire en gros 25% de la société. C'est le chiffre qu'on a envisagé compte tenu de nos expériences territoriales. Je ne veux pas vous parler de mon expérience
Pantin, à Pantin, mais en l'occurrence, on est dans cette logique-là. Voilà, donc il s'agit aussi pour nous, à cet endroit-là, de défendre l'intérêt culturel aussi auprès des instances européennes. C'est un enjeu à 10 ans qui est complexe. De coopérer avec les acteurs privés dans les politiques publiques de la culture, de trouver les écosystèmes et les systèmes de gouvernance qui nous permettent de parler avec le secteur économique et de défendre une politique publique en relation aussi évidemment aux acteurs économiques du territoire. Je prends juste un petit exemple, si j'ai encore 3 minutes. L'installation de la société Havas, BETC, en l'occurrence à Pantin, avec Rémi Babinet, qui est donc le directeur général d'Havas, qui installe 850 emplois à Pantin. Rémi Babinet s'intéresse beaucoup à la question du territoire. Il s'intéresse évidemment, il a besoin de foncier pour installer son entreprise à cet endroit-là, mais il vient à Pantin parce qu'il s'intéresse au territoire. Et c'est pas uniquement, c'est un acteur aussi social du territoire, et pas simplement un acteur économique qui cherche du foncier. Donc à cet endroit-là, quel écosystème nous pouvons créer pour envisager de la gouvernance partagée? Je m'arrête là. Vous pouvez continuer un petit peu, parce que je pense que tout le monde est en haleine. Bah, écoutez, je peux juste aussi continuer sur nos dossiers, sur l'étude de nos dossiers. C'est-à-dire que l'idée d'intégrer les enjeux culturels dans l'information des décideurs, directeurs généraux, administrateurs. Donc on travaille beaucoup avec l'INET, on travaille beaucoup avec Sciences Po, on travaille beaucoup avec un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs formateurs, à cette nouvelle façon de discerner la question culturelle. Donc du coup, bien évidemment, c'est aussi en socialisant les bonnes pratiques qu'on arrive à travailler. C'est-à-dire que j'ai une question que je poserai, alors ce sera peut-être la première question du débat tout à l'heure, mais à M. Ancel, dans ce qu'on a appelé les acteurs, ce que vous nommez les acteurs, les acteurs de l'accès au savoir et à la culture, où sont les enseignants? Là, on en a 34 000. Je pense que les enseignants ne sont pas dedans. Donc, comment est-ce qu'on conçoit une politique culturelle en relation à une politique éducative? Pour moi, c'est un chantier phénoménal. C'est d'ailleurs le seul chantier sur lequel je suis un peu spécialisé, mais j'y reviendrai à un autre moment. Merci, monsieur Le Chat. L'idée, ça confirme l'importance de créer une réunion uniquement sur le rapport de monsieur Cancel. Il y a un élément important que vous avez évoqué, Claude, qu'on avait évoqué à demi-mot jusqu'à présent, qui est celui de la formation. On se rend compte que le secteur culturel est en mutation, qu'il y a une perméabilité des emplois, que les problématiques qui sont rencontrées dans le secteur culturel sont des problématiques qui ont été traitées déjà dans d'autres environnements économiques. On constate qu'il y a un développement de l'offre de formation initiale en matière culturelle, donc des masters en management culturel, toutes ces formations. Il y a également un développement de l'offre de formation continue. Sciences Po n'est pas le dernier en la matière. Je propose de passer la parole à M. Porchereau, donc, qui est responsable de la formation continue à l'INA. Olivier, est-ce que vous pourriez justement apporter cet éclairage sur finalement les motivations du développement de l'offre de formation de l'INA, quel public vous adressez, pour quelle typologie d'emploi et dans quelles conditions? Ça marche? La lumière s'est allumée, ça devrait marcher. Bonjour. J'avais une première idée, c'était en fait de vous faire la lecture de l'ensemble des formations qu'on propose à l'INA. Je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu long. Donc la meilleure chose, me semble-t-il, c'est de répondre effectivement à votre question, c'est-à-dire quelle est l'évolution aujourd'hui du marché, comment on voit bouger les choses, quels sont les métiers, quels sont les secteurs en attente. C'est vrai que l'INA, alors en 2 mots, l'INA, vous le savez, c'est 4,5 millions d'heures numérisées de programmes télévision, radio. C'est 100 chaînes de télévision captées 24 heures sur 24, 20 stations de radio, 7400 sites internet,
Je peux continuer comme ça les litanies, mais je vais m'arrêter là. L'INA, on connaît cette gestion du patrimoine, on connaît un peu moins la formation continue et la formation initiale au sein de INA Expert. Et moi, je travaille justement au sein de cette direction INA Expert et je suis en charge de toutes les formations continues orientées management. Auparavant, on avait, alors ça fait partie justement de ce constat, auparavant, on avait effectivement des formations continues qui étaient très orientées technico-artistiques, qui étaient un peu le savoir-faire de l'INA initialement. Et là, aujourd'hui, on a multiplié par 2 l'offre de formation continue à destination de programmes sur le management et la conception de contenu audiovisuel et multimédia. Donc, on est un petit peu un observatoire un peu privilégié dans la mesure où les gens viennent vers nous pour se former. Nous créons aussi des formations. Des personnes qui nous font confiance pour se former sont soit des étudiants en formation initiale qui ont, pour certains, suivi un cursus à Sciences Po auparavant, et d'autres également qui sont déjà en activité et qui cherchent en fait à avoir des cordes supplémentaires à leur arc. Donc on est un observatoire un peu privilégié justement de cette révolution numérique qui est en train de se mettre en place. Révolution numérique, on le voit bien, les organismes aujourd'hui, les diffuseurs ont bien changé. Les chaînes de télévision se déclarent, enfin on va dire diversifient leur programmation sur des plateformes VOD. Les plateformes de contenu, de partage de contenu se mettent à créer des contenus spécifiques. Les opérateurs télécoms créent des chaînes d'édition, créent des services. On est en train de bouger, c'est en train de bouger énormément. Ça je vous apprendrai pas grand-chose en vous disant ça. Mais également, évidemment, les usages avec aujourd'hui un taux, on va dire, d'équipement de smartphones de 55% ou plus, je crois, de la population. Des foyers équipés en 2013, 55% des foyers étaient équipés de smartphones. Aujourd'hui également, on voit qu'il y a des programmes de plus en plus interactifs avec la télévision connectée qui est en train de se développer. On a plein de programmes qui sont en train de se mettre en place et également les diffuseurs ont de nombreux projets dans leur carton pour la rentrée sur justement cette notion de télévision connectée. Donc on voit que les usages sont en train de bouger, le matériel, la technologie est en train de bouger et tout ça évidemment ça crée un grand remue-ménage sur les besoins. Un grand remue-ménage, pourquoi? Parce qu'évidemment, et je vais regarder un petit peu mes notes quand même, histoire de ne pas être complètement perdu, évidemment, on a un marché qui est en train de se développer, qui utilise de nouveaux supports, donc des modes de consommation qui sont en train d'évoluer, pour lesquels il faut penser du marketing, pour lesquels il faut penser des actions de promotion. Donc là, je pense qu'il y a peut-être une piste aussi, enfin je suis sûr même, qu'il y a une piste à explorer pour les spécialistes de la question. Vous avez aussi, évidemment, à partir du moment où la consommation évolue, besoin de retravailler sur l'éditorial, et aujourd'hui de travailler sur un éditorial qui ne soit pas axé sur une seule direction, mais qui soit un éditorial à 360 degrés, c'est un peu la tendance. Et puis évidemment utiliser au mieux la distribution multicanal, c'est-à-dire la programmation. Donc comment créer aujourd'hui une programmation, donc, et comment l'optimiser. Tout ça ce mode de consommation, cette évolution des réseaux vont évidemment avoir des impacts sur les compétences nécessaires. Aujourd'hui, la population évolue, les attentes des nouvelles générations ne sont plus les mêmes. On parle vous connaissez tous la fameuse génération Y, qui appelle en fait un mode de management un peu différent, avec une approche beaucoup plus collaborative, avec des outils collaboratifs. Donc en fait, il y a vraiment une évolution sur les modes de distribution, sur les modes de conception également des contenus, sur le mode de commercialisation. On parle de réseaux sociaux aujourd'hui, et on n'envisagera plus jamais de faire une communication sans passer par des réseaux sociaux, par des contributeurs, par des préconisateurs sur le web, via des blogs, des sites, etc. Donc tout ça, c'est en train d'évoluer. Et justement, pour accompagner cette mutation, il faut aussi des managers qui soient en phase avec les pratiques collaboratives, les pratiques de management d'aujourd'hui. Et c'est pareil, je pense aussi qu'il y a une direction à explorer pour la plupart d'entre vous. Évidemment, adaptation indispensable, je vais faire rapide, adaptation indispensable, exigence aussi de nouveaux process, parce qu'aujourd'hui les médias sont dans un mode de plus en plus concurrentiel, donc il faut que les médias développent des process de manière à pouvoir s'industrialiser, entre guillemets, et là encore je pense qu'il y a des choses, ou en tout cas des cartes à jouer pour certains et certaines d'entre vous. Multiplicité des canaux, fragmentation de l'audience,
évidemment, ça appelle des contenus. Des contenus, la question c'est est-ce qu'ils vont être différenciés ou pas. Donc oui, évidemment, il va falloir créer des offres différenciées. On appelle à ce moment-là la question du modèle économique. Quels sont les modèles économiques qu'il faut développer, qu'il faut trouver, imaginer, concevoir pour pouvoir accompagner ce développement, sachant qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les programmes, enfin pas la plupart du temps, mais les programmes se consomment de plus en plus sur une offre en ligne. La télévision continue à être un vecteur principal de consommation. Hein. On est passé de 3h15 à peu près en 2000 à plus de 3h50 en 2013. Donc en fait, on voit bien que de toute façon, la consommation de la télévision augmente. Évidemment, elle est corrélée avec ces jeux d'interactivité dont on parlait tout à l'heure sur la télévision connectée. Et puis par ailleurs, effectivement, l'augmentation de la consommation en ligne crée aussi des besoins. Donc pour répondre à tout ça, il faut créer des contenus. Et pour les créer, il faut être capable de les imaginer, de les marketer et puis également de les produire. Les contenus, et je vais terminer là-dessus, ce sera vraiment une introduction, après on pourra rentrer évidemment dans le détail des formations, si vous le souhaitez. Les contenus qui sont aujourd'hui, en fait, il va falloir apprendre à ce que vous soyez capable, enfin il va vous falloir apprendre à les créer, à les concevoir, pas nécessairement à les réaliser, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, on a quand même de nombreux outils pratiques, faciles à utiliser. Et puis également, aller chercher dans votre mémoire, ou en tout cas la mémoire des entreprises pour lesquelles vous travaillez, aller chercher dans cette mémoire pour pouvoir créer du contenu aussi. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus d'entreprises développent des web TV, développent des sites évidemment, mais également ont décidé de capitaliser sur leur patrimoine. Un petit exemple, aujourd'hui, à INA-Expert, nous avons aussi un département qui s'appelle Service Expertise, Études et Conseils. Et en fait, on a de plus en plus d'entreprises qui nous appellent en disant, voilà, j'ai un sous-sol rempli de cassettes, de vidéos, je ne sais pas quoi en faire, mais j'ai envie de le mettre en ligne, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, ce n'est pas seulement les entreprises, c'est également aussi dans le cadre des musées. On a des demandes aussi de la part de différents musées en disant aidez-nous à mettre en ligne, à concevoir une offre qui nous permette de valoriser ce patrimoine. Donc voilà un petit peu autant d'axes qu'on va pouvoir, je pense, développer un peu plus tard dans le débat. Merci Olivier. Donc, en résumé, finalement, quelles que soient les situations des uns ou des autres, ce qu'on recherche aujourd'hui dans des candidats à un emploi dans le secteur culturel, c'est déjà une grande transversalité dans son analyse de la situation, donc une appétence pour la culture, c'est certain, mais des compétences qui auparavant n'étaient pas nécessairement prioritairement recherchées, notamment en matière de gestion, d'animation, de modération de contenu, de médiation peut-être. Donc une plus grande polyvalence, des postes aussi qui sont de plus en plus perméables au regard des contraintes d'autres secteurs. Mais par rapport à ça et par rapport à cette attente donc, du secteur culturel envers des candidats, quelle est la promesse qu'on est capable de leur faire? Aymeric, vous évoquiez tout à l'heure la question de la promesse candidat. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on promet aux candidats? C'est pas tant la rémunération, on l'a dit, il y a des contraintes. Quelles sont les promesses globalement qu'on est capable de faire aux candidats? Alors, deux mots sur la rémunération, vous avez prononcé le mot. On vient dans la culture s'enrichir, évidemment, s'enrichir intellectuellement. Mais l'évolution des métiers fait que les échelles de rémunération vont évidemment bouger. Lorsque vous êtes à la recherche, on parlait de community manager, ou de profils plus techniques type le CRM, qui n'existait pas avant dans l'univers, en tout cas de l'édition, naturellement, on va s'adapter au marché. Également, évolution par rapport au profil. Lorsque je cherchais, il y a 10 ans, un éditeur qui a un profil 100% littéraire, aujourd'hui, cet éditeur-là doit aussi avoir des connaissances de gestion, de marketing, de commercial, et en plus d'une culture littéraire. Autrement dit, on n'est plus tout à fait non plus sur les mêmes cibles et on est sur des profils qui peuvent aller vers d'autres métiers que l'univers de l'édition. Par contre, ce qu'il y a de commun aujourd'hui et encore et demain toujours, c'est la passion d'y rentrer. La passion d'y rentrer, mais qui est une passion, j'allais dire, et heureusement, un petit peu plus raisonnée. Je m'explique. Hier, vous arriviez chez Belfond, chez Robert Laffont, chez Niels, chez Solar ou chez Nathan, à 26 ans, 27 ans, 25 ans après vos études, et vous y restiez quasiment toute votre carrière. Aujourd'hui, vous avez toujours envie de rentrer dans ces belles marques du groupe Editis, mais vous avez envie d'y évoluer. Et ça, c'est une promesse qu'on peut leur proposer, avec la particularité de l'édition, qui est un univers extrêmement éclaté. Il y a 3-4 grands groupes, dont le groupe Editis, et puis ensuite, il y a plein de petites maisons d'édition. La promesse d'un groupe comme le nôtre, et la gestion des talents dont je m'occupe, c'est celle-ci, c'est de dire,
Vous rentrez chez Pocket, donc du format de poche, par exemple. Vous pourrez demain évoluer en grand format chez Fleuve Édition, ou passer en jeunesse, ou passer en matériel éducatif. Et ça veut dire aussi passer de publics différents. Des jeunes, des adultes, des professeurs, on en parlait tout à l'heure, du supérieur, des écoles maternelles et autres. Donc une possibilité d'évolution. Ça, c'est une promesse. Avec le risque, la difficulté à laquelle on fait attention, c'est que ce ne soit pas une promesse pleine d'illusions. Du rêve, oui, parce qu'il en faut pour travailler, et c'est le bonheur au travail, mais pas d'illusions. Merci, Aymeric. Noël, quand on a préparé cette table ronde, on a eu une grande discussion justement sur notamment la question de la rémunération, avec cette complexité d'adapter des pratiques de rémunération à des métiers nouveaux dans un secteur ancien, entre guillemets, avec là aussi des distorsions en matière de rémunération. Comment peut-on traiter cette distorsion finalement? Quelle est l'action qu'on a sur cette distorsion et quelle réponse apporter pour ne pas justement, alors pour être conscient que l'enrichissement intellectuel est bénéfique, mais au-delà de ça, il y a quand même des factures en fin de mois. Oui, c'est vraiment une des difficultés, c'est-à-dire que on a un secteur où les salaires d'embauche ne sont pas très élevés. Alors, pour tout ce qui est nouvel arrivant sur le marché, nous, on recrute, par exemple, des nouveaux embauchés sortant de l'école, et là, on n'a pas vraiment de difficulté. Donc, ça rentre, puisque on va leur proposer, justement, un poste intéressant, un poste à responsabilité, une vision transverse, parce que, comme je vous l'ai dit, on est une entreprise complexe, donc on veut vraiment que les nouveaux embauchés puissent saisir cette complexité, ils ne travaillent pas en silo, donc on va leur donner aussi des projets, des moyens de vivre leur métier sous différentes facettes. Là où c'est un petit peu plus difficile pour nous, c'est lorsqu'on a les nouveaux métiers comme justement tous les métiers liés au digital ou au CRM. Et là, comme nous ne les avons pas dans la maison, nous ne pouvons pas recruter des nouveaux embauchés. Il nous faut des personnes qui ont déjà une expérience, 3, 4, 8 ans d'expérience. Et c'est là où c'est difficile, parce que cette expérience, elle se monnaie, hein, et c'est à juste titre, c'est tout à fait normal. Mais nous, on a du mal à intégrer ces plus jeunes, ces jeunes professionnels, parce que ça fait à l'intérieur de la maison des écarts très importants. Donc on introduit à l'intérieur de notre maison un sentiment qui peut être d'inéquité, et on a des courbes de rémunération, par exemple si on fait les fameux nuages de points et les courbes de tendance, où on voit presque que plus on est âgé, moins on gagne de l'argent. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas viable. Donc quelquefois, on va ne pas pouvoir prendre certains profils, et avec vraiment, beaucoup de tristesse, mais on ne peut pas. On ne peut pas les intégrer, parce que ça serait derrière aussi gérer une frustration de dire, voilà, on vous a embauché à ce tarif-là, et maintenant, pendant les 5 ans qui vont venir, on ne pourra plus vous augmenter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas faire. C'est diabolique. Je le dis franchement, pour un DRH, c'est diabolique d'être sur le marché du travail et de respecter l'équité interne, sachant que nous avons une double tutelle, culture et finances. Nous sommes assujettis à un plafond d'emploi et à une gestion de la masse salariale. Donc, comme je vous le dis, c'est diabolique. Alors, on y arrive aussi si le poste est passionnant, s'il y a vraiment des enjeux. Et on y arrive aussi si on montre que ce poste qui va être proposé, c'est en effet un poste dans un parcours. C'est-à-dire que ce parcours pourra se faire en interne de la maison. Et donc, on a vraiment des budgets de formation, nous aussi, et vraiment pour aider les salariés quelquefois à changer de métier. Et puis, on y arrive aussi en disant que ce que nous, on peut offrir à la RMN Grand Palais, c'est des postes à vraie valeur ajoutée, à technicité, et qui, dans un parcours, ont une valeur marchande. Et donc, on a de la mobilité, on accueille des gens de l'INA, il y en a d'autres qui vont repartir, et ces parcours-là, en effet, on ne peut plus les conjuguer pendant 40 ans dans une entreprise, mais je pense que la responsabilité d'une entreprise, c'est de pouvoir faire qu'à tout instant, un embauché, enfin un salarié, puisse avoir des perspectives, et lorsqu'il lit des annonces ou lorsqu'il a des opportunités par son réseau, il puisse se dire « Ah mais là je corresponds, je suis vraiment
totalement en adéquation avec le monde du marché du travail. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas des salariés RMN GP, quoi. On fabrique des salariés du monde de la culture. Voilà, c'est nous notre engagement. Merci Noël. Claude, finalement, on vient d'évoquer la question des motivations, de l'intérêt pour rejoindre un poste dans le secteur culturel. On peut avoir le sentiment que la principale motivation est finalement assez immatérielle. Quelles sont, dans vos fonctions, les motivations qui vous sont les plus chères dans le discours d'un candidat, et quelles sont les promesses que vous pouvez faire aux candidats dans le cadre des politiques croisées dont vous nous avez parlé tout à l'heure? La question immatérielle, je crois que les gens qui ont fait plusieurs années de formation ou un master, par exemple, dans un secteur de la médiation, par exemple, évidemment, savent à quoi s'en tenir. A priori, ils ont fait des stages. Bon, la question du champ culturel, c'est un peu... je crois qu'il faut arrêter un peu avec ça. C'est-à-dire que les gens ont besoin de travailler. Ils ont fait des études, ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler, si possible, dans un métier qui est en relation avec leurs études. Bon, et ça vaut dans tous les domaines. La question immatérielle et des nourritures intellectuelles, ça ne me satisfait pas. Aujourd'hui, on a, mais pas du tout. On a aujourd'hui, oui, puisque globalement, on travaille quand même beaucoup. Nous sommes suspects dans le champ culturel. Hein. Nous sommes très suspects, notamment en matière de gestion d'administration. Moi, j'ai fait mes preuves, que ce soit à Rouen ou à Pantin, non pas sur la question des projets artistiques ou des projets culturels d'abord, mais sur la question de la gestion. Je suis entré par la gestion et l'administration de mon champ. Et par la question RH également. Donc du coup, il faut montrer patte blanche et voire être exemplaire. Et c'est très bien, enfin, ça nous pousse à l'être et tant mieux. Et on rejoint des problématiques qui ont été dessinées un peu plus haut. Aujourd'hui, on est confronté à une problématique, notamment dans la médiation, si je reste sur ce champ-là, qui est la suivante. On a une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années de personnes formées, peu ou prou, quelquefois pas très bien à la question de l'action culturelle et de la médiation. Et on se retrouve aujourd'hui, alors exemple à Pantin, hein, j'ai recruté il y a à peine 2 ans une responsable de l'action culturelle, c'est-à-dire de la relation entre, en l'occurrence, l'éducation nationale et la ville de Pantin sur un portail d'action culturelle et éducative que nous avons mis en place à Pantin. Donc c'est un poste à plein temps. J'ai eu 300 candidatures. Dont une bonne vingtaine de très bonne qualité. Donc tant mieux pour le recruteur, mais ça montre ce que c'est et ça rejoint ce qui était dit plus haut. Donc je pense qu'il faut réadapter les formations et puis il faut surtout peut-être aller regarder comment dans les autres secteurs, l'urbanisme, l'économie, l'éducation, comment les dimensions culturelles de ces secteurs-là doivent être approchées. Là je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à inventer ou à réinventer parce que Rémi Babinet, je reste sur cet exemple-là, a dans son staff des gens qui viennent du secteur culturel, qui ont des formations de médiateurs ou des formations qui les ont, voire des parcours qui les ont emmenés vers ces métiers-là et en l'occurrence aujourd'hui vers la pub pour ce qui concerne Babinet. Mais dans d'autres secteurs, je travaille beaucoup avec les agences d'urbanisme actuellement. Je travaille avec la Pure, par exemple, sur la question du canal de l'Ourcq et sa transformation et sur la dimension culturelle du développement du canal de l'Ourcq. Et c'est presque la dimension principale de ce projet. Les CDT, les contrats de développement territoriaux que les intercos ont signés récemment ou continuent à signer malgré le flou métropolitain régnant avec l'État sont pour pleine commune, donc pour la région de Saint-Denis et pour Est Ensemble, qui est l'interco dans laquelle j'évolue, qui sont assez essentiellement tournés vers la question de la culture au sens large du terme et des industries culturelles. Et puis de la plus-value aussi, on n'en parle pas beaucoup ce matin, mais de la dimension sociale du développement culturel, c'est-à-dire du lien et donc de la politique à cet endroit-là. Donc à quel endroit aussi la politique ou le politique se réempare de cette question-là.
Merci Claude. Je vous propose, le temps file vite, peut-être de demander à Didier, qui est responsable du pôle carrière de Sciences Po, qui est régulièrement en relation avec des candidats à un certain nombre de fonctions, dont dans le secteur culturel, de nous éclairer peut-être sur les principales motivations des candidats, qu'ils soient jeunes diplômés ou en reconversion, pour intégrer ce secteur. C'est vrai qu'on a une forte demande et je vois beaucoup de candidats, effectivement, qui sont intéressés. Donc à la fois les gens qui sortent du master lui-même, et il y a un célèbre master qui a été de management de la culture qui a été fait à Sciences Po. Et puis, au cours de la vie professionnelle, il y a pas mal de gens qui veulent s'orienter vers le secteur de la culture. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes aussi nombreux et qu'on a pu organiser cette manifestation. Merci Didier. Jean-Michel, peut-être juste avant de faire un tour de table sur les conseils génériques. Alors bien évidemment, c'est toujours trop générique, mais on ne peut pas se passer de cette étape, cette sacro-sainte étape du conseil. Profil Culture a développé, je crois, une offre d'accompagnement des candidats. Finalement, quelles sont les conséquences que vous tirez de cet accompagnement? Quels sont les conseils que vous donnez justement dans ce cadre-là aux candidats, et comment vous gérez cette transition? C'est un tout petit peu délicat aujourd'hui pour tirer une conclusion entre les cas statistiques de cet accompagnement qui est tout récent. On l'a ouvert depuis maintenant 6 mois à peu près, avec un constat effectivement qu'il y a une sorte d'inadéquation entre l'offre et la demande. Et cet accompagnement est en fait davantage dirigé vers des candidats qui souhaitent une reconversion que vers les premiers entrants dans le secteur culturel. Parce que je vous rejoins sur les premiers entrants, effectivement, il y a des critères qui se situent à un autre niveau. La plupart des personnes qui ont bénéficié de cet accompagnement, aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont souhaité passer d'un secteur marchand, pour être clair, enfin le secteur privé, au secteur culturel, parce que dans leur esprit, ils n'envisagent pas le secteur culturel également comme un secteur marchand. Donc l'objet de cet accompagnement, c'est aussi de le traduire sur la base de, même si vous allez dans le secteur culturel, il se traduit à la fois sur un secteur marchand et public, mais néanmoins, la part de financement en fait, se positionne également dans le secteur marchand. Donc c'est plutôt les accompagner dans la mise en valeur de leurs compétences initiales, par rapport aux besoins du secteur culturel. Voilà globalement notre activité à cet endroit-là. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour parler de statistiques à cet égard. Ok, merci Jean-Michel. Le dernier point sur lequel je m'étais engagé justement à faire un petit focus pour vous faire rester jusqu'au bout, c'était la question du réseau professionnel ou du réseau personnel. Donc on voit un marché de l'emploi qui est relativement tendu dans le secteur culturel, des contraintes de modernisation, un virage qui est en cours, notamment sur le numérique, mais également sur l'approche commerciale et sur la marchandisation de la culture, s'il faut être un peu polémique. Finalement, dans ce cadre-là, beaucoup de demandes, peu d'offres. Est-ce que, de vos expériences respectives, le poids du réseau est important pour un candidat à un emploi dans un secteur culturel? On peut peut-être commencer par Noël. Oui. Bon, alors nous, quand on a des postes à pourvoir, on a environ, je vous ai dit, on est un peu plus de 1000, et on a 70 départs par an. Donc 70 départs par an, c'est pas neutre, hein. C'est pas neutre, donc on a des départs à la retraite, des gens qui changent, qui vont en province, voilà. Le marché, il tourne, voilà. Alors bien sûr, sur ces 70 départs, on a des postes qui sont pour des vendeurs, hein, et puis les postes cadres, c'est à peu près la moitié. Après, on a aussi, on a un peu grossi, je veux dire, on a eu des nouveaux métiers, comme je vous l'ai expliqué, suite à la fusion. Donc, au-delà de ces 70 départs, on a aussi recruté. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on essaye de faire de la mobilité interne, parce que là, il faut être à la hauteur de la promesse qu'on fait aux nouveaux entrants. Donc, en priorité, on regarde en interne quelles sont les motivations, parce que quelquefois, dans notre maison, et je pense que c'est peut-être partout pareil, on rentre sous un faux nez. On rentre
à l'ARMN Grand Palais pour un poste, et puis on a une autre appétence, et 3-4 ans plus tard, on veut l'exprimer. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on puisse avoir ce système de mobilité interne. Et puis on passe tous nos postes par des annonces, mais aussi, bien évidemment, on a le système du réseau et où on nous envoie des CV, des rencontres. Et moi, je trouve ça très bien. D'abord, on reçoit les personnes quelquefois pour leur expliquer ce qu'on fait, pour les aider à imaginer, eux, peut-être, quelquefois ils imaginent des choses et c'est pas tout à fait ça. Donc on a un rôle là-dedans, à mon avis. Donc chaque fois qu'il y a un entretien réseau, moi je le fais, ou mes équipes le font, parce que c'est à la fois pour nous et pour la personne. Donc oui, le réseau, c'est quelque chose qui fonctionne, et c'est une façon... Il n'y a pas un seul canal de recrutement dans une maison. Il y a les annonces, il y a l'apprentissage, parce que nous, on fait beaucoup d'apprentissage. Donc on a 57 apprentis, 57 à 60 apprentis par an. Donc c'est quelque chose d'important. On a les stages, on a aussi quelquefois des CDD. Donc tout ça, c'est un panel. Et puis on a des gens qui veulent nous rencontrer et qu'on garde en mémoire. Et puis voilà. Merci Noël. Claude, est-ce que c'est un constat partagé ? Oui, évidemment. L'absence de réseau est une faute professionnelle, de mon point de vue. Mais, dans la culture, comme dans d'autres secteurs, il existe beaucoup de réseaux. Moi, j'en anime un. Je ne l'ai pas dit, mais je préside le réseau des ex-étudiants de l'IUP Grenoble, enfin de l'IUP Grenoble côté master Observatoire des politiques culturelles de Grenoble. Ce master est sous l'égide de l'IUP Grenoble. Et donc, et on a, je dis ça parce que c'est d'actualité, on a réuni la semaine dernière, la semaine dernière, les étudiants en formation continue et les étudiants en formation initiale, qui sont deux réseaux qui ne se croisaient pas. Et on a décidé d'un système de parrainage qui va se mettre en place en relation à une plateforme éditée par l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble. Voilà, qui est un partenaire par ailleurs de la fédération. Bon, tout ça se recoupe. Il est évident que lorsque nous recrutons, les définitions de poste circulent dans les réseaux et qu'on a souvent des retours. Je ne dis pas qu'on a souvent d'ailleurs des retours définis, enfin des retours de CV qui sont finalement embauchés. Moi, je suis un adepte du vrai recrutement, du recrutement ouvert. Ça me semble tellement important. Et puis on a souvent mon expérience, c'est qu'on a souvent de très bonnes surprises en recrutant des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais sur leur qualité, sur leur CV, sur leur tentative de réponse au CV, à la définition du poste. Voilà, donc c'est éminemment important. Il en existe de plusieurs sortes. Il faut aussi que les réseaux réseautent, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un réseau qui est confiné sur lui-même, c'est plus un réseau finalement. Donc il peut mourir assez vite. Donc j'encourage, ça veut dire par là que les corporatismes qu'on connaît bien dans le champ de la culture, il n'y a rien de plus différent, je ne sais pas s'il y en a ici, mais ce sont des mondes qui ne se côtoient pas, quelquefois. Les musiciens, les profs de conservatoire et les bibliothécaires, par exemple, ne se rencontrent jamais. Ce sont des gens qui ne se rencontrent jamais. Et ce sont des gens... moi, je suis un généraliste du champ culturel. J'ai la responsabilité des bibliothèques et des conservatoires. Et j'ai beaucoup de mal à faire se rencontrer ces cultures professionnelles-là. Voilà. Donc, qui sont aussi en réseau, des réseaux qui sont quelquefois assez fermés. Merci Claude. Aymeric, s'il fallait peut-être ouvrir un petit peu l'approche au conseil très généraliste qu'on pourrait donner prioritairement, quel serait-il Alors, sur la diffusion des annonces dans le groupe, nous on a décidé d'être là où sont les candidats. Donc là où sont les candidats, c'est notamment les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, suivant les goûts et les couleurs, Instagram si vous préférez. Donc vous y trouvez les offres du groupe et puis surtout, vous pouvez dialoguer. Donc moi, c'est un endroit où je vais être tout le temps, je peux répondre aux questions des uns et des autres. Donc ça a été la première réflexion de se dire, mais où sont les candidats, où sont les gens ? Donc ça, c'est les réseaux sociaux dits numériques. Deuxième chose, il y a les supports traditionnels, le site de Editis, évidemment. Et puis, le troisième élément, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire venir à la rencontre des uns des autres, quel que soit leur profil, quelles que soient leurs attentes, pour leur montrer que l'univers de l'édition et de la culture est bien plus ouvert
que ce qu'on peut imaginer et dans lesquels on peut exprimer ses compétences et ses talents, même si initialement on ne l'avait pas fait. Avec le dernier conseil que je pourrais donner, qui relie tout ça, c'est un aspect de curiosité. C'est-à-dire, soyez curieux, osez, n'hésitez pas à parler, à échanger, à envoyer votre candidature pour qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Donc j'espère que chacun de vous a son CV sous le bras. C'est une excellente transition pour la suite des opérations, puisqu'il y a dorénavant un jeu de questions-réponses. Je crois qu'on est quasiment dans le timing. À peu de choses près, on a réussi à être rigoureux. Didier, je te laisse animer la suite. La première question, la plus difficile, Valérie. Bonjour, Elisabeth Chalet. Donc je me présente, j'avais une question sur la reconversion professionnelle. Parce que, donc rapidement, moi je suis aujourd'hui chef de cabinet à l'ADEME, l'Agence de l'environnement. Donc ça n'a rien à voir, a priori, avec le domaine de la culture. J'étais auparavant au cabinet ministériel, ministère de la Santé, du Travail. J'essaye de passer le pas depuis quelques temps pour rejoindre le milieu de la culture. Et le sentiment parfois d'être dans les CV hors sujet. Est-ce qu'il faut passer par la case formation, retourner à l'université, se mettre soi-même en position de montrer qu'on veut être dans le milieu de la culture? Est-ce qu'il y a des compétences qui se valorisent, autres? Donc voilà. Je vous laisse la parole, Emery. Alors, juste, je ne connais pas votre parcours et votre profil. La première chose, ADEME, développement durable, sont des choses qui existent, et notamment dans les groupes d'édition. En tout cas, je parle de ce que je connais du groupe Editis. Donc là-dessus, ça peut être un des angles d'entrée. Comme disait Madame, on peut rentrer avec une envie et puis évoluer ensuite vers d'autres choses. Ensuite, il y a plein d'autres qualités. Moi, ce qui m'interroge toujours sur des profils comme le vôtre, c'est-à-dire des profils qui n'ont pas 100% de leur carrière dans l'univers vers lequel ils souhaitent aller, c'est la nécessité de relire ce parcours-là avec les compétences demandées. Donc, avec plaisir pour vous recevoir et pour échanger avec vous sur vos compétences. Voilà un premier entretien de recrutement décroché. On va faire je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas du job dating, mais pas loin. Jean-Michel, vous vouliez intervenir également? Oui, tout à fait, sur la même question notamment. Nous travaillons beaucoup sur la reconversion. Vous parliez de formation éventuellement ou pas. Je vous rejoins effectivement sur cette question. C'est plutôt une relecture de votre parcours qu'il faut réadapter aux besoins, réadapter au secteur culturel, bien entendu, mais surtout à la discipline, au secteur disciplinaire que vous voulez toucher au sein du secteur culturel. Parce que je vous rejoins également sur ce que vous disiez tout à l'heure. Certes, il y a des velléités d'ouverture entre disciplines ou d'ouverture à d'autres secteurs que le secteur culturel. Donc ce que vous mettez en place m'intéresse et m'interpelle tout particulièrement. En revanche, à l'endroit où nous sommes en tant que recruteurs, on se heurte à un élément bien précis. Ce sont des mondes de chapelle quand même et qui se positionnent comme tels. C'est-à-dire qu'on a un discours d'ouverture à l'origine du besoin. Les recruteurs ne voient aucun inconvénient à ce qu'on puisse ouvrir le recrutement à toute forme de candidature. Puis au fur et à mesure du resserrement de la procédure de recrutement, on se rend compte que ce qu'ils veulent, c'est bien des gens qui ont une légitimité au sein de leur discipline. Donc tout notre travail, c'est de faire exploser cette légitimité en retravaillant les parcours des personnes qui souhaitent se reconvertir, en retravaillant la relecture de leur parcours et non pas forcément par une formation nouvelle. Parce qu'en réalité, en tout cas la réalité de ces 5 ou même ces 10 dernières années de notre secteur culturel, c'est la plus grosse partie des personnes qui y travaillent sont hyper diplômées. C'est aussi une réalité. Donc la formation, alors continue à certains endroits, peut y répondre, mais c'est souvent une relecture du parcours qu'il faut mettre en évidence. Merci Jean-Michel. Olivier, vous souhaitez juste ajouter une précision? Oui, juste ajouter une précision. En fait, ce qui dépend, la vraie question, c'est de voir dans quelle direction vous avez envie d'aller, parce qu'effectivement, comme ça a été dit à l'instant, il y a différentes chapelles, différents secteurs, et nous, ce qu'on peut observer à l'INA, notamment sur les formations initiales, on a des gens qui ont déjà fait Sciences Po, qui ont fait d'autres diplômes, Bac+4, Bac+5, qui viennent chez nous se former sur des métiers plus spécifiques. Gestion de patrimoine audiovisuel, par exemple, qui est un diplôme INA Grade Master, donc qui est reconnu par le ministère de la Culture et puis l'enseignement supérieur, et en fait pour lequel il y a un taux, alors cette fois-ci de placement, qui est juste énorme. 86% des étudiants
après 12 mois, sont en poste. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Pareil pour les formations sur la conception audiovisuelle. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait une espèce de round-up un peu large sur les évolutions des métiers, parce qu'il faut prendre en compte aussi ces évolutions pour pouvoir se positionner et choisir la formation initiale qui va permettre d'avoir une vraie valeur ajoutée. Je dis autrement les mêmes choses, mais avoir une vraie valeur ajoutée. Il ne s'agit pas en fait d'avoir un diplôme supplémentaire de plus pour avoir une ligne avec un bac plus N plus 24. L'idée, c'est vraiment en fait de choisir le bon diplôme qui va correspondre au secteur dans lequel vous voulez aller. Et juste le patrimoine audiovisuel, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. J'en parle pas parce que je suis à l'INA seulement, mais aussi parce que c'est vraiment ce qu'on est en train d'observer. Et pour compléter aussi, être uniquement sur l'entreprise INA, dans 5 ans, d'ici 5 ans, il y a 20 à 25% des personnes qui vont partir à la retraite. Donc ça va faire un appel d'air. Voilà. Deuxième entretien de recrutement. Une autre question peut-être ? Bonjour, je m'appelle Isabelle Raoul. Alors pour ma part, mon expérience est un peu particulière. J'étais directeur adjoint de la communication du groupe Bouygues. Et pour entrer dans le secteur culturel, j'ai créé moi-même mon entreprise qui est une galerie de photos. Alors à ce sujet, la laverie galerie. Donc à ce sujet, je voulais vous poser 2 questions. La première, que vous n'avez pas du tout évoquée, c'est la question du droit. Je veux dire par exemple des droits d'auteur dans la culture. Monsieur, vous me comprenez ? Je pense que c'est une question assez fondamentale et très évolutive en ce moment. Je voudrais savoir s'il y a des opportunités dans ce secteur-là, et au regard de ma propre expérience, ça m'intéresse aussi. Par ailleurs, vous n'avez pas du tout parlé de la communication. Vous avez parlé du marketing, mais il me semble que la communication est un pendant essentiel de ce marketing. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ok. Alors, sur la première question, celle du droit d'auteur, donc c'est vrai que je ne me suis même pas présenté, je vous prie de m'en excuser. Je suis DRH de la SACD, la Société des auteurs-compositeurs dramatiques. Ça n'a de dramatique que le nom, rassurez-vous. L'objet de la société, c'est effectivement de la gestion de droits d'auteur. La gestion de droits d'auteur, en tout cas ce que je constate sur des forums de recrutement, c'est que souvent les candidats viennent me voir en me disant « Tiens, vous faites du théâtre, vous faites du cinéma, etc. » Non, on fait de la gestion. Ça veut dire qu'on s'occupe pour le compte d'auteurs qui déposent leurs œuvres en mandat de gestion auprès de la SACD de récupérer les droits afférents à leur utilisation. Sur ce métier spécifique du droit d'auteur, c'est un métier qui est en constante évolution, mais surtout qui est tiraillé au niveau international, pour le coup, avec la notion du copyright. Donc il y a cette approche, il y a de fortes attentes, il y a un environnement qui est extrêmement mouvant aujourd'hui en matière juridique. Il y a une directive européenne qui a été adoptée, dont la retranscription devrait être faite en 2016, sur la gestion justement des sociétés de droits d'auteur. Un des enjeux aujourd'hui de la SACD, c'est justement d'identifier le virage qu'on va devoir prendre pour nous adapter à ce nouvel environnement et surtout faire sortir la société d'un statut de société de perception. Bonjour, je suis le contrôleur des impôts, merci de me faire mon chèque, à une société de service. Bonjour, monsieur l'auteur. Voilà ce que nous pouvons vous proposer aujourd'hui en termes d'activité, en termes de développement. Alors, ce sont des prestations complémentaires. Donc, il y a tous les métiers aussi de l'accompagnement qui sont en fort développement, notamment sur les métiers du social. Alors là, j'ouvre une toute petite parenthèse. On n'a pas traité du statut des intermittents aujourd'hui, bien évidemment. Mais la précarisation du statut, sans rentrer dans la polémique, parce que, encore une fois, je pense sinon on repart pour une bonne dizaine d'heures, la précarisation d'un certain nombre d'acteurs du secteur culturel fait qu'il y a une structuration dans ces sociétés d'auteurs de l'accompagnement social. Donc il y a aussi ces métiers qui sont en développement. Donc
des enjeux sur le juridique, sur le social, des enjeux sur la communication également, parce que, au même titre que d'autres activités, le droit d'auteur, et je pense que l'activité culturelle en général, est aussi une affaire de communication. Selon la façon dont on présente les problématiques ou les opportunités, si il faut présenter les choses autrement, je pense qu'on est capable de faire adhérer ou, au contraire, de cristalliser des tensions. Donc la communication est bien évidemment un enjeu aujourd'hui essentiel d'une société comme la SACD. Après, peut-être que d'autres intervenants souhaitent participer. Noël, vous voulez apporter une précision ? Oui, je veux bien. Vous avez tout à fait raison. La communication, c'est une part extrêmement importante, en tout cas dans notre maison, puisqu'en fait, c'est de la promotion des ventes. Donc c'est vraiment extrêmement important. Nous avons une direction de la communication, comme beaucoup d'établissements. Nous, on y a aussi mis le mécénat. Et vous savez tous combien le mécénat est indispensable à nos établissements. Mécénat pour les expositions, mécénat pour des applications numériques, mécénat même de compétences. Donc c'est vraiment aujourd'hui, travailler sans mécénat, c'est difficile. Là, par exemple, on nous a demandé de faire une exposition, les 10 chefs-d'œuvre en Chine. Donc vous en avez peut-être entendu parler. Donc elle a été entièrement mécénée. On a dû trouver en l'espace de 3-4 mois des mécènes qui pouvaient nous accompagner dans cette opération. Service de presse, indispensable. Partenariat avec tous les médias, indispensable. Donc oui, la communication au sein de notre établissement est une direction clé. Qui travaille sur un rythme échevelé, puisqu'on a, je pense, on doit faire 8 expositions au Grand Palais, auxquelles on va rajouter les 10 autres en région. Donc, vous voyez, c'est cadencé, c'est extrêmement rythmé. C'est de la communication vraiment de campagne, avec des ouvertures, le choix des affiches, extrêmement difficile. On dit toujours que l'exposition est bonne, mais ça a été l'affiche qui n'a pas été bonne. Donc le poids qu'il y a sur la direction de la communication. C'est un secteur où on recrute. C'est un secteur où on recrute beaucoup en apprentissage aussi pour les plus jeunes. Et puis, il y a des opportunités qui peuvent arriver. Après, ce n'est pas des directions comme le commercial où on a 450 postes. Les directions, on a une vingtaine de postes. Olivier, vous souhaitez ajouter une précision ? Un complément concernant, évidemment, vous avez parfaitement raison sur et le droit et la communication. C'est un peu le corollaire justement de l'évolution des contenus et de leur explosion sur les multisupports. Nous, on a, je vous parlais tout à l'heure de la situation d'observatoire, le fait de délivrer des formations, de les créer et de répondre aussi à des demandes des entreprises. On a de plus en plus de demandes d'entreprises qui nous sollicitent pour des formations sur le droit parce que tel journaliste, tel monteur, tel chargé de communication est amené à créer du contenu, à les récupérer parfois du contenu sur la toile et être amené ensuite à le partager. Quels sont les droits, quelles sont les possibilités de le faire sans enfreindre évidemment les règles en usage, tout en sachant que l'explosion des frontières ne simplifie pas du tout le travail, mais ça je pense que vous n'irez pas contre moi. Et pour la communication évidemment, même débat et même conséquence. Merci Olivier. Est-ce que ça répond à votre question ? Bonjour. Oui, excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Charles-Henri Minival, je suis jeune diplômé de Sciences Po. Et je voudrais vous poser une question parce qu'on a parlé du numérique, mais pas assez à mon avis. Et également, dans nos formations, on nous a beaucoup parlé du mode projet, du mode de gestion en mode projet, du fait notamment que le travail soit de plus en plus segmenté, qu'on va travailler sur des missions ponctuelles en freelance et que de toute façon on va faire on va peut-être faire 25 métiers dans notre carrière aujourd'hui. Et je voudrais savoir si c'est vraiment une réalité ou juste une excitation et quelle forme concrète ça prend, sauf la précarité, quelle forme concrète d'emploi ce mode projet suscite. Alors, peut-être en propos liminaire, pour moi, le mode projet est aujourd'hui une politique de gestion de la société que je souhaite mettre en œuvre. Donc, ce n'est pas décorréler des emplois dans la société, au contraire, c'est vraiment intégré dedans. Après, sur la multiplicité des métiers, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, une carrière, elle n'est plus du tout linéaire. Vous allez intervenir sur 2, 3, 5, 10 fonctions différentes.
Mais en tout cas, juste sur cette interrogation du mode projet, de l'excitation que vous avez décrite autour du mode projet, c'est pas tant une excitation passagère qu'un mode de gestion qu'on souhaite aussi mettre en œuvre dans nos industries. Je vois des approbations à ma droite, donc c'est que je suis plutôt pas trop dans le tort. Mais en tout cas, c'est un mode de gestion qu'on met en place et qui se développe de plus en plus. Voilà. Aymeric, vous souhaitiez apporter une précision ? Oui, juste une petite précision. L'excitation, c'est une bonne chose si elle est créative. Et si on prend le livre numérique, par exemple, tel qu'on peut l'imaginer, dans lequel vous avez un croisement justement de compétences, avec au cœur et à l'origine évidemment un texte, mais auquel on peut mettre de la vidéo. La vidéo qu'on a vue, que si on insérait des vidéos qui duraient plus de 30 secondes, les gens déconnectaient de l'ouvrage. Donc une notion aussi très marketing, très commerciale de cette chose-là. Puis derrière, des compétences techniques. Toutes les liseuses, toutes les tablettes n'acceptent pas les mêmes formats. Donc on vient sur d'autres profils. Donc la gestion de projet, ça a le mérite, et aujourd'hui encore plus fort qu'hier, de mélanger les compétences et de mélanger les talents. Merci Aymeric. Noël, vous souhaitiez... Oui, juste pour vous dire que le mode projet, en tout cas pour nous, c'est indispensable. Je vous ai dit qu'on était une entreprise complexe avec beaucoup de métiers. Le professionnalisme, c'est très bien, mais ça enclenche quand même une démarche en silo, ce qui n'est pas très bon, parce qu'in fine, il faut bien faire une exposition avec... cette feuille, une exposition avec du public. Donc on essaye de mettre en place, et c'est difficile, franchement c'est difficile, de mettre en place au sein de la RMN Grand Palais le mode projet pour qu'intervienne sur une exposition. Donc on a introduit d'ailleurs un réseau social d'entreprise pour diffuser cette information même au sein de l'entreprise, pour que lorsque l'on met en place une exposition, que les juristes puissent travailler sur les prêts d'œuvre, que la communication puisse travailler, que le mécénat, que les conférenciers puissent s'approprier et créer des modules de médiation, que le numérique puisse faire les applications. Et tout ça, ça arrive et notre maison d'édition des catalogues. Tout ça, on essaye de le mettre en place. Ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais quand on est dans l'entreprise avec ses rythmes, avec ses intervenants un peu spécifiques, avec son calendrier, chacun est bien conscient des objectifs, très très impliqué, mais chacun trace son sillon. Et quelquefois, on a des difficultés on voit des choses aberrantes en disant « Ah, mais tu as travaillé toi aussi en iconographie, tu as demandé toi aussi ces 3 images-là, donc on a payé 3 fois. » Donc vous voyez, le mode projet, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'ADN de la maison, qui demande un effort important, qui demande d'aller chercher l'information, pas de la recevoir. C'est tout un état d'esprit, et ça, nous, on le recherche beaucoup. Vraiment, d'avoir un peu une envie de connaître le processus, de s'incarner dans un de ces maillons, mais de connaître quand même le processus en amont. Donc moi, je pense que c'est indispensable. Merci Noël. Oui, bonjour, Pascal Krief. Donc moi, je suis réalisatrice et curateur et absolument pas directrice des achats chez Amundi, comme il est marqué sur la feuille que vous avez. Et donc, je me posais une question. Qu'en est-il des emplois, non pas dans le champ culturel, enfin dans le secteur élargi de la culture, mais tout simplement des emplois que l'on pourrait peut-être qualifier de culturels ou je ne sais pas. Voilà. Claude ? Je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris la question. Pardon. La question était qu'effectivement, il y a 37 emplois par an pour 200 000 candidatures. Je n'ai pas retenu les noms. 237. Voilà, sur votre site. Qu'en est-il des emplois, effectivement, de la culture, comme des emplois destinés aux curateurs ou autres? Voilà, c'est presque une plaisanterie quand on sait effectivement le nombre de recrutements qu'il y a chaque année à ce sujet. Juste pour précision, c'est 237 offres d'emploi par mois, pas par année. Je précise quand même, parce qu'au regard des 200 000, ça ferait encore beaucoup moindre. De ce que je comprends de votre question, c'est qu'au-delà finalement des emplois un petit peu transverses qu'on recherche aujourd'hui, donc en commercial, marketing, droit d'auteur, etc., quid des emplois strictement culturels, du directeur de conservatoire que Claude évoquait tout à l'heure, qui ne va pas parler à son collègue directeur de bibliothèque, qui ne parlera pas à son collègue directeur de musée. C'est ça? Oui, enfin, ma question était quels emplois pour effectivement quelqu'un qui peut être curateur éventuellement, voilà. D'accord. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la réponse non plus, parce que je n'ai pas compris la question. Mais, écoutez, ça a été dit à plusieurs endroits. Il y a...
Aujourd'hui, très concrètement, dans ma collectivité, des emplois ouverts et des choses qui sont plus compliquées. C'est-à-dire que pour rentrer dans le vif du sujet, les remplacements, les congés maternité, par exemple, deviennent un sujet. Ben oui, parce que vous êtes la seule femme ici à ce plateau. Et il y a beaucoup de femmes, je voulais le faire remarquer. La présence de madame sur le plateau est une bonne chose. Mais non, voilà, donc c'est aujourd'hui une complexité. L'argent public est rare. Les réformes diverses et variées de la RGPP en passant par un certain nombre d'autres réformes dans les collectivités territoriales, et c'est pas terminé, font que l'emploi, et pas uniquement l'emploi dans le secteur culturel, est difficile. Et les conditions d'employabilité sont difficiles. Donc, mais il y a des choses. Enfin, je vais recruter bientôt un nouveau directeur de conservatoire. Donc, et il n'y a pas beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de candidats sur le. Il y a aussi des fonctions, des missions, des postes sur lesquels il y a très peu de candidatures. Nous avons très peu de professionnels titulaires du CA de directeur de conservatoire pour diriger des conservatoires à rayonnement départemental, ce sont des labels, ou à rayonnement régional. Donc on va se retrouver là avec 4 ou 5 candidats pour un poste. Et voilà, donc c'est aussi difficile. Il y a beaucoup de monde sur les problématiques de communication, sur les problématiques de médiation, parce que les formations, encore une fois, ont été, pendant 15 ou 20 ans, ont été très dirigées sur les questions de communication, très dirigées sur les questions de médiation ou d'action culturelle. Et aujourd'hui, il y a d'autres secteurs dans lesquels on a besoin de gens. Merci Claude. Serge, vous vouliez apporter une précision également ? Oui. Oui, ce qui est intéressant dans la remarque qui vient d'être faite, entre autres, c'est qu'on a évoqué pour la première fois d'une manière un peu explicite tout un champ culturel, d'emploi culturel, qui est celui de l'emploi public. C'est-à-dire des concours. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que d'ailleurs ça n'a pas été oublié. C'est en filigrane de pas mal de ce qui a été dit et de pas mal des questions qui sont arrivées. Que ces concours soient des concours spécifiquement, techniquement culturels, il y en a beaucoup qui vont à des niveaux même très prestigieux et donc très difficiles à obtenir. Et des concours généralistes qui permettent de faire tout doucement, si on a la passion de la culture, son chemin dans l'administration du côté de la culture ou en soutien de la culture. Alors ça, c'est un mode d'entrée, d'approche de l'emploi culturel qui évidemment est très spécifique et qui suppose des préparations spécifiques également, qui sont dispensées notamment par un certain nombre d'instituts, donc y compris parmi les plus prestigieux, bien entendu. Pour le reste, évidemment, l'approche n'est pas la même. C'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans l'emploi privé, si j'ose dire, il y a une caractéristique que vous aurez ou que vous avez déjà, c'est que vous ne serez pas là par hasard. On n'est jamais dans la culture par hasard. On est dans la culture parce qu'on a vraiment envie d'y être. Alors c'est une conséquence qui est que, par exemple, quand on a fait dans la culture que ça n'a pas marché comme on voulait et qu'on se retrouve ailleurs, on analyse ça comme un échec, ce qui est très spécifique. Passer d'un secteur à l'autre, ça fait partie de la construction des carrières d'aujourd'hui. Quitter la culture, c'est toujours considéré comme un échec parce qu'on n'y est pas par hasard. Alors c'est à la fois une force, et puis c'est un peu l'élément d'un piège. C'est une force parce que quand on y travaille, on est heureux d'y travailler. Et le piège, c'est qu'on ne peut pas dire que ça pousse dans le sens du salarié le rapport de force avec son employeur. Et peut-être que ça peut aller du côté aussi de rémunération, très différente d'un secteur à l'autre d'ailleurs, mais qui dans certains secteurs sont basses, voire étonnamment basses. J'évoquais tout à l'heure le cas des salaires des personnes qui travaillent souvent avec pas mal d'années d'expérience dans les galeries d'art. Je suis tout à fait étonné de voir que, grosso modo, le SMIC ou le SMIC multiplié par 1,5, il est monnaie courante. Et pour des bacs plus 7, 8 et autres. Alors, c'est vrai que c'est un peu un piège. Et je répète, ce n'est pas le cas de tous les secteurs. Alors, par rapport à ça, moi, j'ai envie de dire qu'il faut assumer ça à fond. Ne pas hésiter à avoir effectivement des capacités à zigzaguer, à louvoyer, à passer éventuellement d'un emploi à l'autre, d'un secteur à l'autre à l'intérieur de la culture, parfois avec des tout petits retours en arrière, notamment salariaux. Ça peut faire partie du jeu et surtout saisir les opportunités et rester le plus persuadé possible du fait qu'on est bel et bien là où on a toujours eu envie d'être. Merci Serge. Bonjour.
Hélène de Rosière, je suis directrice du Channel Planning chez Australie, donc une agence de communication. Ça fait 8 ans que je travaille dans ce secteur-là. Donc je suis ravie d'apprendre qu'il y a plein d'opportunités en marketing, communication digitale dans le secteur de la culture. Ravie d'apprendre aussi qu'on est un peu cousins maintenant parce qu'on est dans le même secteur. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est difficile, en venant d'agence, de passer vers chez vous. Et donc du coup, ma question en fait est de savoir de manière très concrète ce que vous allez regarder dans une candidature quand vous en recevez une, comment on fait pour se démarquer quand on vient effectivement dans un secteur qui est peut-être un petit peu à côté de ce que vous faites initialement. Voilà, c'est quelque chose d'assez concret. Je vais commencer à répondre un tout petit peu à la question qui rejoint celle qui a été posée d'ailleurs tout à l'heure des compétences. Au même titre que la politique de gestion de projet devient une véritable politique d'entreprise, ou en tout cas, je pense qu'on cherche tous à mettre en place, j'ai le sentiment que globalement, on cherche aussi à diversifier les opportunités de recrutement en ne regardant pas que des profils qui viennent d'un endroit qui serait estampillé comme pro-culture. La question des compétences est primordiale et je prends l'exemple de la SACD. Je n'ai eu aucun problème à recruter par exemple une personne pour animer, alors je ne rentre pas dans les détails, mais la force régionale qui s'occupe de la perception en province. J'ai recruté une personne qui venait de BMW. Voilà. Cette personne est venue avec un bagage technique, avec une expertise qu'il nous fallait justement pour gagner du temps sur la mise en place de règles de gestion plus opérationnelles, plus raisonnables, plus rationnelles. Donc, la première clé de lecture, en tout cas à mon niveau, sera vraiment celle de la compétence spécifique qu'on recherche et non pas du secteur d'où vient le candidat. Je n'aurai aucun problème par rapport à ça pour justement faire jouer la perméabilité. Après, clairement, c'est aussi un deal à assumer avec le candidat que de dire on ne pourra pas forcément vous garantir les conditions d'emploi, notamment en matière de rémunération. Voilà quelles sont les contraintes qui sont les miennes. Voilà ce que je vous offre. Est-ce que vous acceptez aussi ce deal ou pas ? Jean-Michel, vous souhaitez apporter une précision complémentaire ? Juste une toute petite précision, dans le sens où le secteur d'activité de la culture n'est pas différent des autres secteurs d'activité, qu'il est composé de structures de très grande taille et de structures de très petite taille aussi. Donc ce que vous dites est variable en fait en fonction de ce cadre-là. Dans les structures de très grande taille, il y a effectivement des DRH qui peuvent avoir ce type de méthodologie effectivement axée complètement sur la compétence. Et donc en prenant la personne qui va correspondre pile poil aux compétences recherchées, quel que soit son secteur d'activité. C'est vrai. Au sein de Profil Culture, on s'attache à entrer dans ce cadre-là également. En revanche, on a en face de nous également des entreprises culturelles de plus petite taille qui gardent cette question de légitimité dans le secteur. C'est là où vous disiez pourquoi est-ce difficile de vous rejoindre. On est encore dans ce stade en fait de confrontation, je dirais, de secteurs. En revanche, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Bien entendu, je vous rejoins clairement, puisque la question des compétences clés est indispensable. La gestion par projet est de plus en plus le cas, quel que soit le type de structure et la taille de structure. C'est plutôt nous ce que nous allons regarder quand on recevra ce type de candidature, c'est la manière dont la personne qui candidate a compris l'annonce et a mis en évidence ses compétences de quelque secteur que ce soit par rapport à la demande du poste lui-même. Ça, c'est un classique dans tout recrutement, mais c'est aussi en fait un élément primordial à cet endroit-là. C'est-à-dire que de manière encore plus forte pour cette personne, elle devra mettre en exergue ses compétences acquises dans un autre secteur pour répondre aux enjeux du secteur culturel dans lequel qu'elle veut atteindre plus précisément. Merci Jean-Michel. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Daria Moudrou-Lyubova, je travaille au Théâtre des Champs-Élysées, qui est donc une salle de concert et d'opéra dans le spectacle vivant. Et je voulais parler d'un troisième type de candidat que vous pouvez avoir. Alors, on a parlé de gens qui commencent dans le secteur culturel qui cherchent à y rentrer. On a parlé de candidats en reconversion. Il y a un troisième groupe de candidats qui paraissent des privilégiés. Ce sont ceux qui sont déjà en poste dans la culture, qui cherchent éventuellement à évoluer dans leur carrière, quitte à rester dans le même domaine, mais en changeant de fonction. Voilà, typiquement quelqu'un qui chercherait à passer en communication du Grand Palais au musée Picasso, du théâtre de l'Odéon au théâtre des Champs-Élysées et compagnie. Alors effectivement, il y a un grand nombre de recrutements
qui se font grâce à des réseaux qui existent dans ces domaines, c'est-à-dire on va avoir un collègue qui travaille au Théâtre de la Ville qui va nous dire « mais tu sais, j'ai travaillé avec un tel qui cherchait justement à changer, je vais l'appeler ». Mais ça a aussi un revers de médaille, c'est-à-dire je sais que quelqu'un qui chercherait à partir de l'Opéra Comique et qui enverrait un CV au Théâtre des Champs-Élysées, ça se sera à l'Opéra Comique dans les 2 jours qui suivent. Donc on est dans un système un peu difficile d'accès, en sachant qu'en général, ces postes-là, très sincèrement, du moins dans le spectacle vivant, ne sont pratiquement jamais publiés, sauf pour des métiers très très spécifiques, très techniques. On a une grande difficulté d'envoyer des candidatures spontanées. Et je voulais savoir, par rapport à ce problème, ce que vous pensez des cabinets de recrutement dans la culture, qui ne sont pas très nombreux. Est-ce que c'est un vrai relais ou est-ce que c'est une fausse idée? Merci. Noël, est-ce que vous souhaitez répondre? Sur les cabinets, quand on a recours à un cabinet, ça sera plus pour un poste, je dirais, transversal, un poste support, hein, plutôt qu'un poste pure culture. Hein. Si on a un poste, je ne sais pas moi, dans les publics, où là on fait passer une annonce en nom propre, hein, et puis on fait bouger nos réseaux. Voilà. Et si on reçoit des CV, il y a une espèce de déontologie qui fait qu'on... Enfin, en tout cas, on ne va pas dire « Tiens, il part chez toi ». Enfin non. Il y a une espèce de déontologie qui fait qu'on ne fait pas ça. Voilà. Merci Noël. Bonjour. Je m'appelle Eva Lanier, je suis étudiante à Sciences Po et je vais intégrer donc à la rentrée de septembre le master de GRH, donc ressources humaines. Donc je m'adresserai peut-être plus aux professionnels DRH. J'aurais voulu savoir les ressources humaines dans le domaine de la culture. Donc quelles en sont les spécificités, les attraits. Est-ce une gestion des RH vraiment différente d'une entreprise entre guillemets classique? Et éventuellement, quels conseils pourrez-vous donner à de jeunes professionnels ou étudiants qui souhaiteraient s'orienter vers les ressources humaines, donc dans le secteur de la culture? Merci. Émeric. Alors, dans l'édition, hein, je parle du sujet que je connais. Il y a une spécificité qui est un constat. Hein. Dans le groupe Editis, il y a 75% de femmes. Donc, c'est différent d'autres secteurs. Ça veut dire que notamment dans les problématiques égalité hommes-femmes, elles sont un petit peu inversées. Et ça veut dire aussi que c'est un secteur, comme on l'évoquait tout à l'heure, de passion. Donc on n'y rentre pas par hasard. La passion, ça a beaucoup de qualités, notamment celle de l'engagement, et ça a un défaut, celle des extrêmes. Donc une des difficultés qu'on a à gérer aujourd'hui dans nos métiers, en tout cas dans les métiers de l'univers du livre, et notamment chez Editis, c'est le manager ou le manager qui est dans « je t'adore » et qui passe « ah, je te déteste ». Donc les différentes étapes sont des étapes à apprendre et à développer et qui sont corrélées à la passion. Et le troisième élément et dernier élément de réponse, c'est que l'univers de la culture et notamment de l'édition est peu mature en termes de management des ressources humaines par rapport à d'autres secteurs. Donc c'est un univers qui est passionnant pour y exercer le métier de DRH, ou en tout cas le métier dans les ressources humaines, parce qu'il y a beaucoup de choses à construire, et notamment dans les grandes entreprises. Alors peut-être, je vais peut-être dire un mot. Moi, je ne suis pas un bébé de la culture, hein, puisque j'ai été DRH dans un autre groupe, puisque j'étais Air France avant. Donc on peut passer d'une entreprise à l'autre sans souci. En tout cas, voilà, je vous le dis. Après, la façon d'être dans le métier, c'est quoi? C'est aimer aussi le dialogue social, hein. Je veux dire, le métier de RH, c'est du dialogue social. Et comme on est une des entreprises de service, on a du dialogue social à mettre en place, on essaye de montrer les projets, et en plus on est dans le changement, donc il faut accompagner. Il y a la gestion des carrières, hein, avec, on en a parlé ici, tout ce qui est lié à la formation, et puis l'accompagnement des managers pour qu'ils soient
aussi le premier RH de leurs équipes. Ça veut dire les armées, les conseillers, voilà. Sachant que, on n'a pas, en tout cas nous en ce qui nous concerne, on n'a pas de SIRH très poussé, pour ainsi dire, on n'en a pas. Donc on fait beaucoup aussi de choses à la main, mais c'est des petites entreprises, donc finalement on mémorise assez vite les parcours, les personnes, et il faut avoir un vrai goût pour pouvoir faire des entretiens, avoir un système expert à l'intérieur de sa tête, quoi, se souvenir des gens. Mais il ne faut pas oublier l'aspect dialogue social, qui est un point important dans les entreprises, dans toutes les entreprises d'ailleurs. Merci Noël. Bonjour, je suis Héloïse Culéguéré, donc j'ai 28 ans, j'ai fini mes études il y a 4 ans. En fait, je cumule plusieurs CDD, plutôt dans les arts visuels. J'ai travaillé au Louvre, au Centre Pompidou, à la SACD et dans des fondations. En fait, de mon regard, le CDI semble inaccessible, clairement. Donc, je me demandais, finalement, aux provinces, est-ce qu'on pouvait sortir de la masse? Est-ce qu'il y avait des villes qui recrutaient? Et quelle est finalement la part de l'emploi culturel au-delà de l'Île-de-France? Alors, déjà sur la question du CDI qui semblerait inaccessible, c'est pas tant qu'il est inaccessible qu'il fait appel finalement à une logique qui est un petit peu peut-être différente compte tenu justement du nombre d'emplois qui est pas non plus extravagant. Vous êtes passé à la SACD, donc on va parler de choses qu'on connaît, c'est parfait. Vous savez qu'à la SACD, de plus en plus, on cherche à mettre en place justement au gré des opportunités, un vivier de candidats qui peuvent être exploitables dès qu'il y a un CDI qui se libère. Au sein de la SACD, on n'a pas cet impact aujourd'hui des départs en retraite. En revanche, on a régulièrement un flot effectivement de personnes qui partent. Donc, c'est vrai, et je n'irai pas le lutter contre, que très régulièrement, on a des candidats qui ont peut-être eu 2, 3, 4 CDD avant d'avoir un CDI. Le principe qui m'anime en la matière, c'est de dire je préfère proposer 2, 3, 4 opportunités à un candidat tout en sachant que je mets en place les actions d'une politique RH qui permettent de lui garantir que quand il y aura une opportunité, elle lui sera réellement accessible, plutôt que de dire il n'y a pas de CDI, donc tant pis, je vais taper à 5 endroits différents pour avoir un candidat. Voilà. Après, sur l'ouverture en province, je n'ai pas de visibilité, donc je passe la parole à Jean-Michel. En effet, en fait, un des atouts également pour rentrer dans le secteur d'activité, c'est une très forte mobilité. On se rend compte que la plupart des postes... Pour autant, le secteur culturel ne se résume pas à la région francilienne, et bien heureusement. Mais en revanche, dès lors qu'il y a une annonce pour un même type de poste en région francilienne et en province, on peut diviser le nombre de candidatures quasiment par 10. Donc, c'est évident que l'une des clés, effectivement, d'entrer dans le secteur, c'est la mobilité en direction Paris-Province, et non pas l'inverse. Merci Jean-Michel. Moi, j'ai 3 propositions à vous faire. La première, c'est juste à côté, il y a du café et peut-être un peu d'eau. Je pense qu'on pourrait peut-être prolonger nos échanges là-bas. La deuxième proposition, j'ai fait fermer les portes de l'Alliance française, et donc nos intervenants ne pourront pas partir sans qu'ils vous aient fait soit une proposition de CDI, soit une proposition de conseil, soit une proposition de rendez-vous. Mais avant ça, c'est ma 3e proposition. Je vous propose de les féliciter chaleureusement et les applaudir très fort.